chers invités, chers téléspectateurs, cap à présent aux États-Unis, où on parlera justement de l'adoption de cette loi américaine qui vise à surveiller les activités de la Fédération de Russie en Afrique. Alors, monsieur Achilleke, adoption d'une loi américaine visant à développer une stratégie contre les activités de la Russie sur le continent africain qui, je cite, sape les objectifs mais également les intérêts des États-Unis en Afrique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de me recevoir de nouveau sur votre chaîne, sur Afrique Média. J'espère que vous m'écoutez là. Nous vous entendons, nous vous recevons, monsieur Achilleke. Je vous en prie, merci. Oui, effectivement, il y a eu cette loi qui a été votée, n'est-ce pas, par le Congrès pour essayer de contrecarrer, n'est-ce pas, les avancées des populations africaines vers, n'est-ce pas, une libération à travers, n'est-ce pas, l'opportunité qu'offre la Russie, n'est-ce pas, la Chine et d'autres pays, n'est-ce pas, du tiers-monde dans le cadre notamment du BRICS, ce qui ne va pas de pair avec les intérêts, n'est-ce pas, des Occidentaux. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un effort qui est fait pour essayer de manipuler les Africains de nouveau, les contrôler et les empêcher, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs qui se sont, n'est-ce pas, qu'ils estiment pouvoir être les leurs en ce 21e siècle. Donc, il est temps pour nous, n'est-ce pas, en Afrique, de pouvoir comprendre que, effectivement, après plusieurs siècles d'esclavage, plusieurs siècles n'est-ce pas, de colonisation, il est temps pour nous de nous déterminer. Et ce ne sera pas facile. Donc, il n'est pas ici opportun de donner l'impression qu'il faut avoir peur, n'est-ce pas, de ces lois. Ce sont des lois qui sont faites dans le cadre de la protection des intérêts occidentaux et notamment américains. Alors, les Africains, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent continuer à lutter parce que ce ne sera pas, on ne va pas leur dérouler le tapis rouge, n'est-ce pas? On ne va pas leur dire, écoutez, voilà, comme n'est-ce pas, vous aimez les Russes, allez vers les Russes, nous, on s'en fout de vous. Non, ce ne sera pas comme ça. Alors, nous savons tous que l'Afrique regorge d'énormes ressources, n'est-ce pas, des ressources minérales, des ressources de toutes sortes, qui sont des choses qui sont importantes pour la technologie et pour les intérêts américains, et notamment européens. Donc, il faut que les Africains comprennent qu'ils ont donc un levier sur lequel ils peuvent, n'est-ce pas, sur lequel ils peuvent s'asseoir pour pouvoir se déterminer, n'est-ce pas, face à ces pressions occidentales. N'est-ce pas, on a vu la situation, n'est-ce pas, du pétrole aujourd'hui, n'est-ce pas, où le Venezuela, n'est-ce pas, qui avait été mis au banc de la communauté par les États-Unis, les Américains sont allés de nouveau pour leur demander, n'est-ce pas, d'augmenter leur production parce que le prix du pétrole aux États-Unis est très élevé aujourd'hui. Moi, je mets mon pétrole. C'est vrai que j'ai une voiture de luxe, mais le prix de l'essence, c'est à 5 $ et poussière, ce qui est très, très élevé. Nous avons connu 2 $ d'essence ici, n'est-ce pas, quand on arrivait dans les années 90. Donc, et c'est partout comme cela. Alors, il faut trouver un moyen. On a aussi vu le cas de l'Arabie Saoudite, où, n'est-ce pas, l'administration Biden a voulu mettre, n'est-ce pas, l'Arabie Saoudite sur le banc de la communauté internationale également, et qui est obligé aujourd'hui de ramper pour aller rencontrer, n'est-ce pas, le prince d'Arabie Saoudite pour essayer de négocier comment faire pour augmenter la production de pétrole d'Arabie Saoudite. Donc, il faut que chaque pays comprenne que on a des leviers, et notamment l'Afrique, nous avons des leviers sur lesquels on peut jouer pour pouvoir protéger nos intérêts et réaliser, n'est-ce pas, nos objectifs. Vous voyez, c'est ça que les Africains doivent comprendre, notamment leurs dirigeants. Donc, je pense qu'il y a déjà un mouvement dans ce sens, notamment qui est imprimé par le mouvement panafricaniste, qui devient de plus en plus très fort et qui fait vraiment mal aux oreilles, n'est-ce pas, des Occidentaux. Alors, il est temps pour nous de continuer sur ces lancées et nous avons récemment vu le mouvement, n'est-ce pas, la manifestation qui a eu lieu en Afrique du Sud par le politicien M. Malema, n'est-ce pas, qui a fait un travail incroyable là-bas pour menacer et pour aller devant l'ambassade de France et puis organiser un événement de ce type et demander à l'ambassade de venir récupérer un mémorandum et de s'exécuter dans les 14 jours qui suivent.
c'est du jamais vu en Afrique. C'est du jamais vu et les Européens qui sont accoutumés, n'est-ce pas, aux Africains à baisser la tête, à écouter, n'est-ce pas, leurs ordres, se retrouvent perdus et ne savent pas quoi faire. Alors, tout ce qu'ils savent généralement, c'est les armes, c'est d'utiliser la force brute, mais ce n'est pas la force brute qui marche à tout moment. Donc, moi, je pense que l'Afrique doit continuer à lutter en dépit, n'est-ce pas, de ces lois qui sont passées en Europe et aux États-Unis pour protéger leurs intérêts en Afrique. Voilà. Merci, Monsieur Achileke, pour ce premier jet d'intervention. Monsieur Gamal Abina, je vous renvoie cette question. Adoption d'une loi américaine pour contrer les activités de la Fédération de Russie en Afrique. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, Monsieur Gamal Abina? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur la loi américaine? L'adoption de la loi, elle est passée, évidemment. Donc, on se rend bien compte que les États-Unis sont en situation de panique, puisqu'ils légifèrent à nouveau comme la loi d'Amato Kennedy, qui était destinée à endiguer, effectivement, les pays enfin l'Iran, des pays qui voudraient investir plus de 5 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, 5 millions de dollars, je me rappelle quel était le montant. Donc ce qui se passe, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont en train d'opérer une offensive qui est purement politique, juridique peut-être, mais de moins en moins importante, puisque de toute façon il y a une multipolarisation du monde qui est en train de se mettre en place, et ils veulent faire pression sur les pays africains qui nous refuseraient de tempérer et qui prendraient donc des relations beaucoup plus étroites avec la Russie, la Chine in fine, puisque c'est le véritable ennemi à la fois la Russie et la Chine de M. Biden et de son administration. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils pensent que la politique de la canonnière est encore possible, alors qu'aujourd'hui, il y a des partenariats qui sont en train de se nouer avec des pays solides. On prend l'exemple simplement Iran, Russie, Algérie, enfin tous les pays de l'ex-bloc de l'Est, et même des pays qui n'étaient pas forcément à l'Est, puisque l'Iran n'était ni Est ni Ouest, mais finalement on se rapproche plutôt du bloc de l'Est. Tous les pays du Sud, même si la Russie est au nord géographique, elle était au sud en termes économiques, bien que avec une grande industrie militaire, mais l'industrie civile très faible. Et surtout, les Américains se rendent bien compte que les Africains ont décidé de choisir leurs partenaires, et pas des moindres, des partenaires beaucoup plus sérieux économiquement, beaucoup plus solides, et qui pourraient leur prêter main forte quand à l'époque, ils étaient malheureusement esselés, puisque les États-Unis ont fait la fête pendant 30 ans, et ont bombardé où ils voulaient, quand ils voulaient. Il faut se rappeler quand même, parce que les gens ont peut-être oublié, que lorsque les Américains interviennent en Somalie, c'est pour détruire un pays qui commence à se pacifier. Quand ils interviennent en Éthiopie, ça a failli arriver récemment, mais ça a été bloqué. Quand ils intervenaient aussi au Yémen, bref, là où les Américains interviennent directement ou indirectement, pour des motifs faussement humanistes, eh bien, ils finissent par détruire les pays. Aujourd'hui, le Soudan, par exemple, est partitionné en deux parce que les Américains sont intervenus comme d'habitude. On a des pays qui sont en tension régionale comme l'Algérie et le Maroc parce que les Américains ont poussé à la reconnaissance d'Israël d'un côté et donc du Sahara occidental de l'autre par les Marocains. Donc tout ça, c'est des questions qui se posent, mais ça veut dire quoi? Si l'Afrique, là, pour l'intervention qui vient d'être dite, est juste à l'instant, Monsieur Achille, mais il faut jamais oublier une chose. Le principal levier que doit développer l'Afrique, à mon sens, Lumumba s'en souviendrait, Sankara, c'est pareil, Kadhafi dernièrement, c'est un levier pas seulement évidemment économique, parce que le levier économique, même à Mobutu, pas à Mobutu, je me bêtise, excusez-moi, même à Houphouët-Boigny qui avait son miracle économique ivoirien, avait un jour fait un coup de pression en disant aux Français, c'est nous qui allons coter le cacao parce que nous sommes le principal producteur. On lui a cassé les reins en faisant du cacao en Amérique du Sud et en détruisant son économie par une baisse artificielle des cours. Donc ça, c'est des méthodes qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'est pas assez solide économiquement et financièrement et militairement. Par contre, le fait de nouer des partenariats stratégiques avec des pays puissants, de grandes armées et qui équipent les pays africains et qui forment les militaires africains qui ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs, ils ont juste pas la chance d'avoir accès à ces armements et cette technologie, eh bien le fait de nouer ces capacités défensives, le fait d'envisager, comme Kadhafi l'a envisagé, une monnaie unique, une monnaie africaine que j'appelle Africa, je lance comme ça avec l'embarras, le fait d'envisager une force militaire commune africaine pour sécuriser aux frontières, parce que la question, c'est pas l'intérieur des pays où on se tape dessus, ça s'est provoqué par l'étranger. C'est l'extérieur, sécuriser les frontières de l'Afrique à l'extérieur. Le fait de faire de ce continent un îlot de tranquillité, puisque on n'aurait plus la possibilité de subir des actions coercitives terroristes et organisées de destruction, soi-disant des sociétés par de fausses guerres interethniques qui ne veulent rien dire au départ en Afrique. Et bien, le fait de faire cela, ça nous permettrait de sécuriser d'abord les frontières et ensuite l'économie. Ça commence l'économie d'abord, passe avant toute chose par la sécurisation des frontières. Vous avez évoqué il y a quelques minutes la question des embargos, qui étaient criminels, on les connaît. Les embargos en Europe ont existé aussi, on appelait ça les blocus, c'est arrivé en Allemagne pour les faire plier. Ça a duré 1 an, ça a tué 750 000 Allemands, morts de faim et de maladie. Et pour autant, ça a provoqué effectivement la chute d'un régime.
mais ça n'a pas arrangé les choses, ça les a dégradés, puisque 20 ans plus tard, c'est le nazisme qui arrive aux commandes. On a vu ce qui s'est passé en Irak, blocus sur embargo, c'est pareil. L'Irak a accouché de quoi au bout de presque 30 ans d'embargo, de Daesh d'un côté, de Al-Qaïda de l'autre. Bref, tout ça, c'est des stratégies qui sont réfléchies pour détruire les États et pour garantir l'approvisionnement en matières premières, puisqu'évidemment, c'est toujours là que ça attaque. Donc simplement pour dire qu'aujourd'hui, si on voit le tableau américain, c'est un aveu de faiblesse. Lorsque les Américains ne peuvent pas attaquer la Russie directement et frontalement parce qu'ils ne sont pas assez forts pour ça, ils attaquent les partenaires les plus faibles de la Russie, à leurs yeux évidemment, c'est une erreur. Ils attaquent l'Afrique. Étrangement, je n'entends pas parler de sanctions contre la Chine, qui est le principal partenaire de la Russie, qui lui a accordé toutes les ouvertures possibles imaginables jusqu'à la monnaie, au remplacement de SWIFT, jusqu'à l'exportation de gaz et pétrole. Étrangement, on n'entend pas parler de sanctions contre la Chine ou contre l'Inde, qui sont deux grands blocs puissants économiquement, militairement et politiquement. Donc c'est vrai qu'ils prennent un peu les Africains pour des imbéciles, et je pense que si on veut que l'Afrique puisse commencer à montrer ses épaules, sa fierté, son nez relevé, puisque c'est une question d'humiliation qu'ils cherchent à provoquer, eh bien, il faut que les Africains parlent d'une seule voix. Il faut que l'Union africaine qui a été créée par Kadhafi, rappelons-le aussi, que cette Union africaine dise aux Américains, il est hors de question que vous nous dictiez notre politique internationale et nos relations à l'étranger. Ça ne marche pas comme ça. Si vous nous sanctionnez, nous vous sanctionnerons à notre tour. Et la sanction, elle est très simple aujourd'hui. C'est le rapport de force pétrole. L'Afrique est un très grand producteur de gaz et pétrole. Il suffirait simplement qu'il fasse un embargo d'une semaine, pas plus. On est à 120 € le baril de pétrole aujourd'hui. S'il y a un embargo d'une semaine avec un gaz qui était multiplié par 10, je vous garantis que ça négociera immédiatement. Parce que ce que l'Occident ne veut pas supporter, c'est des conséquences économiques sur sa propre économie, parce que ça aura des conséquences sociales très lourdes, une instabilité chronique et peut-être, qui sait, des renversements de pouvoir prétendument démocratiques. Donc il faut penser en ces termes-là, il faut penser en termes d'unité de parole, il faut penser en termes d'un continent un et indivisible, parce que malheureusement beaucoup ont tenté de nous diviser du nord au sud. Ça n'a pas marché avec l'Algérie, puisque l'Algérie est un des principaux porteurs de valeurs dans les années 70 de l'émancipation africaine, qu'elle soit d'est en ouest, du nord au sud toujours. C'est un des principaux soutiens de l'ANC, rappelons-nous. Ça ne marchera pas avec beaucoup de pays africains qui ont la dignité de se dire qu'on a un passé commun qu'il ne faut jamais perdre de vue, et qu'on a tous, je le répète encore une fois que les gens entendent bien ça, tous étaient réduits à l'esclavage du nord au sud, d'est en ouest. L'Algérie était un pays réduit à l'esclavage. On n'avait aucun droit. On avait juste le droit de manger un minimum pour survivre. On a été réduit à l'esclavage dans les champs des orangers qui faisaient tellement plaisir aux Français. C'est sûr, quand ça coûte pas cher, que c'est les esclaves qui travaillent, ça rapporte plus d'argent aux colons. Donc ça, il faut penser en termes d'unité de combat, d'unité géographique, d'unité politique, d'unité économique. Il faudrait avoir, par exemple en Afrique, une bourse des cotations des matières premières. Ne pas laisser ça à Chicago. C'est intolérable que ce soit Chicago qui vous dise le prix du blé. Et tout ça, ça peut se négocier parce que on a un continent jeune, dynamique, qui croit à l'avenir, avec des gens qui ont beaucoup d'idées, qui sont très dynamiques aussi et qui peuvent arriver à des résultats assez extraordinaires. Donc le plan américain est juste un aveu de faiblesse. Et je pense que l'échec sera consommé sous peu. Sabina, pour ce premier jet d'intervention, docteur Lagoké, une loi pour mettre fin à la présence russe en Afrique, comment l'expliquer selon vous? Bonsoir, monsieur docteur Lagoké. Docteur Lagoké, vous avez la parole. Mettez-moi sur mute, toutes mes excuses. Voilà, okay, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Toutes mes excuses. Alors Bonsoir, donc, je voudrais dire merci pour cette opportunité. J'ai écouté Kamal, une très très belle intervention. J'ai écouté Monsieur Eke Achille. C'est une très belle intervention par rapport à l'influence par rapport à la stratégie que les États-Unis veulent mettre sur pied, naturellement pour essayer de contrer l'influence de la Russie en Afrique. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, qui est déjà merveilleux. Je voudrais juste apporter un certain éclairage. Comme Gamal l'a dit, effectivement, la réaction des États-Unis est un signe de faiblesse. La réaction des États-Unis démontre que il y a certainement des difficultés dans la stratégie globale de ce pays de maintenir sa suprématie face à la montée de la Chine, face au retour de la Russie, et puis face à un monde multipolaire dans lequel on retrouve plusieurs voies et plusieurs approches parce que chaque peuple voudra affirmer sa souveraineté. Ce que nous voyons aujourd'hui, pour ceux qui n'ont peut-être pas, peut-être pour ceux qui
qui ne se souviendraient pas. C'est exactement la même chose qui a été faite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la politique que les Américains ont engagée, qu'on appellerait en anglais containment policy, qui était mise sur pied afin de contrer, d'après eux, l'expansion du communisme, qui était devenue une idéologie qui mobilisait et autour de laquelle se mobilisaient beaucoup de peuples du nord au sud, l'est à l'ouest, des noirs, des blancs, des gens en Amérique latine qui voulaient se soustraire de l'impérialisme et du colonialisme occidental. Et donc, il y a le corollaire de la containment policy, ça a été ce qu'on appelle la théorie du domino. Ça, c'est en Asie du Sud-Est qui a été mis sur pied. Et il y a eu donc tout ce que vous imaginez, la guerre en Corée. D'abord aussi la politique contre la Chine de Mao. Il y a eu la guerre du Vietnam qui aurait causé 3 millions de morts. Au nom de cette containment policy, Nelson Mandela est allé en prison pendant 27 ans. Au nom de cette containment policy, Lumumba a été assassiné. Au nom de cette même containment policy, Kwame Nkrumah a été renversé et l'idéal panafricain a été d'une certaine façon fragilisé par la puissance impérialiste. Donc, hier, c'était par rapport au communisme. Aujourd'hui, c'est par rapport à l'influence de la Russie. Donc, il ne s'agit plus d'une bataille idéologique, mais il s'agit de ce qui a toujours été au cœur de cette bataille entre les puissances, qui va contrôler le monde. Et comme Abina l'a dit tout à l'heure, l'Amérique est en train de perdre son influence. Ils avaient pensé qu'avec la déflagration de l'Union soviétique, qu'ils avaient gagné la guerre froide, ou encore que, comme Francis Fukuyama l'a dit, que c'était la fin de l'histoire, et on a vu la Russie devenir beaucoup plus fort qu'elle ne l'était. C'est ça la réalité du point de vue militaire, et donc tout le monde se rend compte de la puissance économique de la Russie qui avait été sous-estimée parce qu'on nous avait fait croire que le poids économique de la Russie était équivalent au poids économique de l'Italie ou bien de l'Espagne. Alors donc, voici ce qui se passe et je pense que les Américains sont en train de faire fausse route. Je pense que les Américains sont en train de se tromper une fois de plus. Je pense que les Américains sont en train de se mettre du mauvais côté de l'histoire, comme il a été hier, par rapport à l'apartheid et à la colonisation. Pourquoi je dis cela? Achille a parlé un peu de cela tout à l'heure, Abina aussi, et tout à l'heure, en fait, quand vous étiez en train de faire l'émission par rapport au Mali. Nous sommes dans une ère de ce que j'appelle les secondes indépendances en Afrique. Le panafricanisme est de retour. Il y a eu plusieurs manifestations. Le combat par rapport à la libération de Gbagbo Laurent, les mouvements citoyens au Sénégal, au Burkina Faso, où on a revendiqué les valeurs de Thomas Sankara, ce qui s'est passé en République centrafricaine. Et aujourd'hui, avec la révolution malienne menée par Assimi Goïta. Et donc, l'Algérie, par exemple, ils ont voulu amener l'Algérie à augmenter sa production de gaz. Donc, tout ce qui a été fait par les Occidentaux pour pouvoir influencer le cours des choses, ils se sont rendus compte que les choses ne sont pas en train d'aller dans le sens qu'ils désirent. Alors, avec Macky Sall, qui n'est pas forcément le plus grand, qui n'est pas le plus grand panafricaniste et qui n'est pas forcément le genre de leader que nous voulons voir en Afrique, en tant que secrétaire général de l'organisation de l'Union africaine, Macky Sall l'a dit à Vladimir Poutine, au président Poutine, que les Africains n'ont pas sanctionné la Russie. Ce qui est clair, c'est que les Africains ont exprimé leur voix dans le non-vote des sanctions contre la Russie. Les Africains ont démontré qu'ils n'ont pas voulu s'allier derrière les Occidentaux. Et cela est une menace pour l'hégémonie occidentale. Et pour ne pas être plus long,
voici le monde dans lequel nous sommes. Quand Vladimir Poutine reçoit Macky Sall, et on voit qu'il y a une certaine proximité dans le langage des symboles, alors que quand il reçoit Macron et qu'il le met à l'autre bout de la longue table, et il le fait avec le secrétaire général de l'ONU, il le met à l'autre bout de la table, de cette longue et grande table, c'est une distanciation idéologique, civilisationnelle, politique qui existe entre la Russie et l'Occident. Et voilà, et nous sommes engagés du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour essayer de porter cet idéal pour le renouveau du panafricanisme à un autre niveau. Des gens parmi nous vont certainement être assassinés, des gens parmi nous vont être renversés, des gens parmi nous seront détruits. Mais cela ne peut pas arrêter la marche inexorable de l'Afrique, car la marche de l'Afrique, c'est d'aller vers son unité, vers sa souveraineté et vers sa dignité. Merci. Merci, docteur Lagoke, pour ce premier jet d'intervention. Alors, monsieur Luc Michel, une loi américaine adoptée pour briser l'influence ou alors mettre un terme à la présence russe en Afrique, comment comprendre cela? Écoutez, il faut donner son sens véritable à ce que c'est. C'est une déclaration de guerre aux alliés de la Russie en Afrique. Mais je ne suis pas du tout d'accord de penser que ça représente une quelconque panique, etc. Ce que les Américains ne sont pas des gens qui paniquent. Les Français, oui, mais pas les Américains. Les Américains ont des think tanks, des évaluations, des rapports. Ils préparent leur coup longtemps à l'avance. Ce phénomène américain, je vais m'en expliquer, il a été mis au point il y a 3 ans, dans la dernière année de présidence de Donald Trump. Il n'y a pas du tout de panique qui existerait. Mais ce qui est bien question, évidemment, c'est que il s'agit pour eux, les Américains, de faire la guerre à la Russie qui est depuis 2015-2016 en retour, comme ils disent, sur les champs de bataille de la guerre froide en Afrique. Quel est le dispositif américain? Il y a tout d'abord cette loi. Elle a été adoptée avec une majorité de 410 congressmen sur 420. Mais il faut lire les attendus, les discussions de cette loi qui est en passe d'être adoptée au Sénat, également par une large majorité bipartisane, démocrates et républicains étant d'accord. Il s'agit en fait de nuire aux investissements et à l'économie russe en Afrique. Deuxièmement, il s'agit, comme ils le disent, de punir les Africains qui ont mal voté à l'Assemblée générale. C'est d'ailleurs à cela que Macky Sall a répondu et Poutine dans la première partie de leur entretien à Moscou. Ils ont rappelé tous les deux les échanges et l'importance de l'Afrique pour la Russie. Il faut savoir, je viens d'entendre de nouveau des critiques de Macky Sall sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Ce qu'on critique, c'est le Macky Sall de 2014, lorsqu'il était l'allié précisément de l'Occident. Depuis 2018, il a opéré un renversement géopolitique. Et dans le domaine du pétrole, du gaz, etc., et des sanctions, il est l'allié du bloc de l'Est, en particulier de l'Iran, du Venezuela et de la Russie. On a vu qu'il a été reçu cordialement. Notamment, il n'y avait pas cette longue table qui sépare les ennemis de la Russie et Vladimir Poutine. Cette cordialité indiquait que si on recevait un président de l'Union africaine qui est censé être neutre, on recevait un président du Sénégal qui est un allié. Il y a une deuxième partie de ce dispositif sur lequel on ne parle pas. C'est l'organisation des États-Unis de la guerre de la communication, de la guerre médiatique en Afrique, pour contrer ce qui s'appelle les opérations d'influence russe. Ils ont mis au point un dispositif, ils ont créé le Global Engagement Center, le centre global de l'engagement. Ça indique bien qu'il s'agit d'une guerre. Un engagement, c'est un terme militaire, pour désinformer sur la Russie. Ce groupe reprend les campagnes qui ont été lancées aux États-Unis dès 2020 sous Donald Trump, notamment la Free Russia Foundation. Il y a eu des livres qui ont été publiés, il y a eu des rapports du Pentagone. Je les connais bien,
puisqu'il y a des passages entiers consacrés à Afrique Média et moi-même, où nous sommes désignés comme les agents du soi-disant groupe Wagner. Le Global Engagement Center a appuyé la nouvelle loi américaine par un nouveau rapport la semaine passée qui est diffusé en français par Jeune Afrique et ce n'est pas un hasard. C'est les vieilles désinformations sur le groupe Wagner, mais on y a ajouté une chose, on y a ajouté une large portion sur les soi-disant crimes de guerre des Russes en Ukraine et au Mali. Le groupe Wagner et les FACA et en Centrafrique et les FAMA en groupe malien et ont fait le parallèle entre Mounia et Boucha. Voilà ce dont il s'agit. Il s'agit bien d'une mise en guerre de l'Amérique. Maintenant, je vous dirai une dernière chose. Moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Je ne suis pas pour l'existence de marées où on joue l'hypocrisie de la diplomatie internationale. Pendant des années, Poutine et Lavrov ont parlé, même si c'était ironique, de leurs partenaires occidentaux. On a vu en Ukraine sur lequel cela débouchait. Eh bien, je préfère cette rupture, cette mise en garde des États-Unis, cette prise de position vers une guerre des États-Unis en Afrique. Elle va provoquer un choc et un clivage. Il faut que les pays africains, comme le Mali en a montré l'exemple, se détachent des puissances occidentales. Ce que le Mali a fait avec les États-Unis et avec la France, il faut que toute l'Afrique aujourd'hui le fasse avec les États-Unis et l'Afrique. Alors, Madame Linda Labaoui, partagez-vous l'avis selon lequel il s'agit tout simplement d'un appel clair à la guerre, cette loi américaine? Un appel clair à la guerre, non, mais les États-Unis sont en train de se tromper sur beaucoup de choses. Je partage l'avis de tout le monde ici, mais je vais rajouter quand même des éclaircissements. On préparait en Algérie l'élection de Bouteflika, le cinquième mandat de Bouteflika. Ça a été la surprise, le Hirak, et ça a été la surprise de l'élection de Tebboune. Tebboune a été vraiment une surprise, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était prévu pour remplacer Bouteflika. L'histoire de du cinquième mandat, c'était une mascarade qui était prévue et négociée ici à Paris en octobre 2018. C'est ça la réalité. Et l'armée a décidé, puisqu'il doit y avoir un printemps arabe en Algérie, donc on va aider ce printemps arabe à sortir et on va s'en servir pour un bon avenir pour l'Algérie. Et l'armée a accompagné ce Hirak jusqu'à une élection. Et ce n'était pas la personne qui était prévue par Paris ou par les États-Unis qui a été élue. Il y a eu un véritable vote avec une très petite participation, certes, mais le président Tebboune a été réellement élu. Deuxième surprise qu'il y a eu et que les États-Unis subissent aujourd'hui, c'est Ben Salman en Arabie Saoudite. Il était question aussi d'un printemps arabe en Arabie Saoudite via Jamal Khashoggi qui a été tué en Turquie par qui je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, et par une cellule qui a été qui était à Rabat où il y avait celui qui devait remplacer Ben Salman justement, son cousin, et une partie de cette cellule a été liquidée. Par qui aussi, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Donc, il y a eu aussi l'élection en Tunisie. Le président actuel, c'était pas prévu que ça soit lui qui sorte. Et le comble, ce qui s'est passé aussi au Mali. Donc, tout ça a tout chamboulé. Si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans ces pays-là, on ne peut pas comprendre que les États-Unis, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'ils paniquent, mais ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu des alliés, surtout l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui pilote toutes les monarchies du Golfe. Même s'il y a une mauvaise entente avec le Qatar par rapport au soutien au terrorisme, qui continue d'ailleurs,
c'est quand même l'Arabie Saoudite qui a son mot à dire. Si l'Arabie Saoudite aujourd'hui veut rajouter du gaz, eh ben, elle va pouvoir remplacer en partie le gaz le gaz russe, pardon, au niveau du pétrole aussi. Mais l'Arabie Saoudite a dit son mot bien avant qu'il y ait cette guerre-là, cette opération en Ukraine. Moi, je voyais l'Arabie Saoudite se rapprocher de la Russie. J'ai même, au moment où Ben Salman essayait de joindre par téléphone le président américain actuel, et il lui répondait pas, un jour il a laissé un message et il l'a mis sur son tweet. Il a dit, il n'y a pas que les États-Unis qui vendent les armes, et il n'y a pas les États-Unis qui ont la bombe nucléaire. Ça voulait dire beaucoup. C'est pas qu'il veut avoir la bombe nucléaire, ça veut dire qu'il peut avoir une autre protection. C'est ça qu'il voulait dire. Et il a signé un contrat de protection avec le Pakistan. C'est l'armée pakistanaise aujourd'hui qui assure la sécurité de Médine et de la Mecque. Et donc, la sécurité de la famille royale. Donc, il y a tout ça qui est en jeu. Et qui a chamboulé toute la carte. Tous ces pays-là qui ont rejoint, bien sûr, je parle pas de l'Algérie, ça y est, c'était déjà l'allié de la Russie, mais ces autres pays qui ont chamboulé la carte, la feuille de route qui était en place. Aujourd'hui, les États-Unis veulent sévir les pays africains parce que ce sont les pays les plus faibles. Ça, c'est ce que les États-Unis disent. Mais encore, là, je rejoins notre ami Luc Michels, on est dans la désinformation totale. Les pays africains ont changé la donne en 1971, quand ils ont voté pour que la Chine reprenne son siège au niveau de l'ONU. Là, ils ont changé la donne quand ils n'ont pas voulu voter contre la Russie. Donc, les pays africains réunis, ou même s'il y a 50 ou 60% qui se mettent tous ensemble, ils peuvent faire basculer n'importe quoi. En plus, en Afrique, nous sommes combien? Si vous prenez l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie et l'Algérie qui forment actuellement le G4, c'est une population de presque 500 millions pour 4 pays. C'est énorme, mais c'est énorme. Donc, ça pèse très lourd. Les Américains, ils veulent montrer qu'ils ne sont pas en train de perdre cette guerre, parce que c'est une guerre par procuration. Il faut voir le Guardian hier, ce qu'il a marqué. Dans le Guardian hier, il y a un article qui dit clairement, nous avons perdu la guerre économique contre la Russie. C'est gros tout ça. Ça veut dire que tous les pays de l'OTAN et leurs alliés, ils sont en train de perdre face à un seul pays. Et ce pays-là est en train de gagner du terrain. Il y a des pays qui sont là, qui l'ont soutenu. Il y a 22% de la population mondiale qui appartient à des pays qui sont contre la Russie. Tout le reste, non. Donc la désinformation, c'est une chose. Les Américains qui ne veulent pas perdre la face et qui ont envie de montrer au monde qu'ils sont pas en train de perdre alors qu'ils sont en train de prendre, mais vraiment une sacrée claque. Et puis les Africains qui, eux, se sont rangés du côté d'un pays qui peut être un allié, pourquoi pas, ou qui peut être un partenaire dans des affaires, dans le pétrole, dans le gaz, dans tout ce qu'on veut, dans l'uranium aussi. On peut enrichir l'uranium chez nous, dans nos pays, et le vendre à moitié enrichi ou enrichi grâce aux Russes. Ils ont un savoir-faire. Donc tout ça fait que les Américains, ils veulent sévir, ils veulent sanctionner, mais ils ont pas les moyens. Ils n'ont vraiment pas les moyens, pour la simple raison que là, les Russes, par exemple, hier en Algérie, il y a eu des manœuvres à la frontière marocaine parce qu'on n'arrête pas d'avoir des pressions, des menaces, tout ça. Et ça a duré toute la nuit. Les images étaient affolantes et effrayantes réellement. Apparemment, ça a un petit peu secoué le Maroc. Le Maroc qui, lui, ne voit que par la France et par les États-Unis. Donc, il leur reste que le Maroc sur le continent africain. Tout le reste est en train de basculer ou a déjà basculé. Monsieur Achille Euke, dans un contexte marqué par la visite du président de l'Union africaine à Moscou, comment le scénario se présentera-t-il dans les mois à venir?
Écoutez, je pense que le président sénégalais, qui est président de l'Union africaine, a un peu donné le là. Je pense qu'il a très bien représenté le point de vue de l'Afrique, n'est-ce pas, lors de cette rencontre avec le président Poutine, n'est-ce pas? Ce n'est pas, je crois que tout le monde entier est vraiment sérieusement surpris de la position de l'Afrique, hein, parce que on est habitué à ce que lorsque les Occidentaux votent d'une certaine façon, alors tous les Africains votent de cette façon, parce que c'est toujours, n'est-ce pas, cette mentalité coloniale qui règne dans les milieux occidentaux, qui pensent qu'effectivement, les Africains sont des gros enfants, ce sont des colonies, des anciennes colonies qui continuent à suivre, n'est-ce pas, ce que la métropole, n'est-ce pas, leur dicte. Donc, la grosse surprise, et c'est en cela que je pense que ce que Luc Michel a dit en termes de la panique américaine, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Luc Michel dans ce sens, parce que les décisions qui sont prises au Congrès, là, maintenant, c'est des décisions qu'on ne pouvait pas imaginer, parce que c'est très surprenant pour les Américains de savoir que toute l'Afrique, pratiquement, n'est-ce pas, est du côté russe. Et Macky Sall, n'est-ce pas, au milieu de tout cela, s'en va rencontrer le président russe et lui dit de façon ouverte et claire, n'est-ce pas, que effectivement l'Afrique a voté pour, n'est-ce pas, pour s'aligner du côté russe. Donc, ce qui montre qu'il y a une certaine confiance, il y a une certaine défiance même, je pourrais dire, n'est-ce pas, du continent africain par rapport à cette manière, n'est-ce pas, hautaine des Européens ou des Occidentaux de parler aux Africains, de traiter les Africains. Mais pour les Occidentaux, c'est un choc. Ils ne s'y attendaient pas. C'est pour ça que quelque part, je vois une certaine panique. Parce que tous les Occidentaux maintenant se retrouvent tous derrière les États-Unis et donc disent aux États-Unis effectivement que nous, individuellement en tant que pays, notamment la France, l'Allemagne et tout ça, nous ne pesons pas grand-chose, mais peut-être en passant une loi de votre côté, ça pourra avoir un impact plus sérieux, puisque vous avez à la fois, n'est-ce pas, le soft power et le hard power. Donc, je crois que c'est un peu ça l'idée. Et je crois qu'il faudra donc, pour les Africains, comme on a dit précédemment, que les Africains restent unis, hein, parce que c'est très simple, c'est très facile de renverser la situation, parce que si demain on a un autre président de l'Union africaine qui arrive et qui est un béni oui des Occidentaux, et bien tout le travail que M. Macky Sall aura fait ne servira à rien. Donc il faudra travailler davantage dans ce sens, se renforcer davantage n'est-ce pas, dans des organisations comme l'Union africaine, dans des organisations régionales, sous-régionales, pour que, notamment avec des pays costauds comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, hein, l'Égypte, l'Algérie, etc., ces grands pays africains qui peuvent être en possibilité de parler, d'avoir une voix très forte sur le plan international. Donc, ces pays doivent tout au moins harmoniser leur façon n'est-ce pas, de traiter les relations internationales avec les pays occidentaux, pour que ça puisse donner la force aux petits pays comme les Gabon, etc., la RCA, des petits pays qui ne sont pas très lourds sur le poids, sur le plan économique ou sur le plan de la population, n'est-ce pas, de se sentir, n'est-ce pas, protégés et se sentir, n'est-ce pas, en communion, en harmonie avec ses pairs, n'est-ce pas, d'autres pays. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'il faudra que les Africains continuent à travailler dans ce sens. Ce n'est que l'union qui fera la force. Mais il est évident que cette union sera très difficile à obtenir parce qu'il y a toujours des présidents africains qui sont, n'est-ce pas, des gens qui suivent absolument ce que disent, n'est-ce pas, les Occidentaux. Et ça pose toujours un problème. Et c'est un petit peu ça le côté, n'est-ce pas, inquiétant, n'est-ce pas, de cela. Donc, voilà un peu mon point de vue par rapport à ça. Alors, Monsieur Gamal Abina, actualité oblige, la visite du président de l'Union africaine à Moscou. Selon vous, comment présentez-vous le scénario dans les mois à venir? Le scénario est très simple. D'abord, je vais juste apporter une précision.
J'ai pas utilisé le terme de panique. J'aime beaucoup ce que dit Luc Michel. C'est un très bon analyste et absolument rien à dire là-dessus. Il a raison sur le fait qu'il y a des think tanks aux États-Unis, mais je crois qu'il y a une chose qui peut être oubliée dans l'histoire, c'est que l'Union soviétique a eu son Vietnam, que les Américains ont eu avant d'ailleurs. Les Américains perdent le Vietnam en 75. L'Union soviétique a son Vietnam avec l'Afghanistan, et les Américains ont un nouveau Vietnam qui s'appelle l'Afghanistan. Donc, ce qu'on appelle le cimetière des empires, l'Afghanistan, a vaincu les États-Unis en dernier, pas l'Union soviétique. L'Union soviétique a été vaincue dans les années 80, à la fin des années 80, aussi 89-90, par l'Afghanistan, et s'est refait une santé quand l'Amérique s'épuisait en 3 guerres inutiles. L'Afghanistan, il y a un peu la Somalie, évidemment beaucoup l'Irak, et des confrontations permanentes contre l'Iran. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas en mesure de jouer le gendarme du monde comme ils ont toujours été trop longtemps. Alors, quand on dit gendarme, c'est pour leurs intérêts personnels, évidemment. Et aujourd'hui, ils se rendent compte, et c'est là où je pense que Luc Michel, qui a raison sur le think tank, ils se rendent compte qu'ils ont été effectivement, et je rejoins complètement notre ami Achille qui expliquait, qu'ils ont été surpris de la position courageuse africaine. Alors, j'ai envie de dire une chose pour que les gens comprennent bien les rapports de force d'État à État et d'homme à homme. Lorsque Macky Sall change de position politique, c'est pas parce qu'il était fondamentalement, et je ne crois pas, qu'il était fondamentalement un traître, ou fondamentalement un lâche, ou fondamentalement un vendu à l'Occident. Je ne le crois pas. Je pense que la plupart des dirigeants africains du nord au sud, est en ouest, qui sont fondamentalement lâches, parce qu'ils sont souvent lâches, le sont parce qu'ils connaissent les rapports de force. Ils ont vu ce qu'on a fait à Sankara, Lumumba, Kadhafi, bref, ils multiplient les chefs d'État qui ont été écartés du pouvoir ou assassinés. Donc ils se disent qu'à tout prendre, on va faire au minimum syndical, on va faire œuvre utile en faisant semblant d'être un peu indépendant, on prendra son petit billet comme toujours et on obéira à ce qu'on nous dit. On a vu ça aussi avec le Shah d'Iran, qui a fait exactement ce que lui disaient ses maîtres. Mais même le Shah d'Iran, qui semblait être le plus vendu, il avait des velléités d'indépendance. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains, qui commencent à changer de position, sont rassurés parce qu'ils ont enfin quelqu'un qui est un partenaire sérieux en face d'eux, qui peut être une véritable béquille pour les aider à remonter la pente. Et donc, il n'y a pas de fondamentaux dans la trahison, il y a des gens qui ont peur. Il y a beaucoup de lâcheté, c'est vrai, mais ça n'est pas une... Si un chef d'État africain peut briller, devenir le héros de l'Afrique, il le fera, si jamais il en a la force. Mais ils n'en ont pas la force. Et donc, ce qui se passe, c'est que Macky Sall, lorsqu'il change de position, c'est parce qu'il sent le vent tourner, c'est un homme intelligent, c'est pas un imbécile, qu'il va voir Moscou et qui dit, écoutez, nous n'avons pas voté contre vous, nous avons fait donc notre travail d'indépendant, il montre une velléité d'indépendance, et nous choisissons effectivement de ne pas rompre avec l'ex-Union soviétique, avec la grande Russie, la Russie humiliée trop longtemps par Eltsine, qui s'est reconstituée, qui a eu le temps de se remettre de ses blessures afghanes, et qui a eu le temps de voir les États-Unis tomber en Afghanistan. Donc la dernière défaite américaine, c'est l'Afghanistan. La dernière défaite américaine, c'est l'Irak. La dernière défaite américaine, c'est l'Iran. N'oublions pas qu'ils ont tenté d'attaquer l'Iran sous Trump et que ça a été un véritable échec. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis commencent effectivement à être inquiets, en dépit de tous les conseillers des think tanks qui pensaient gagner la guerre du Vietnam ou l'Afghanistan. Bref, on a beaucoup dit de bêtises et ergotés. Ça ne fait pas d'eux des génies, en aucun cas. Ça fait d'eux des gens qui sont pragmatiques. Là, par contre, je rejoins Luc Michel, et qui essaient de s'adapter à des situations nouvelles qu'ils n'attendaient pas. Je ne crois pas qu'ils s'attendaient à ce que 80% de la planète soit contre leur position colonialiste et anti-russe. Je ne crois pas qu'ils s'attendaient à ce que 80% de la planète, rappelons quand même, 80% de la planète sont des gens bronzés comme nous, acceptent de faire une alliance avec un groupe néo-nazi à Azovstal, le groupe Azov. Je ne crois pas que on nous a appris pendant 77 ans que les nazis étaient des vermines, des barbares, et qu'aujourd'hui on peut défendre des groupes néo-nazis en Ukraine, dont le pays a quand même massacré beaucoup de juifs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Macky Sall, lorsqu'il va prendre cette position, il ne le fait pas tout seul. Hein. Il y a une concertation, il part pas tout seul. Ils vont pas en roue libre. Et que lorsqu'ils font semblant de sanctionner le Mali, parce que ces sanctions ne dureront pas, le Mali a remporté sa victoire, il a le peuple avec lui, et il a le soutien des Russes, eh bien je pense que cela va changer. Et que les chefs d'État africains, et c'est ce qu'ils devraient réfléchir en termes panafricains, en termes d'unité continentale, d'unité économique, politique et militaire, vont se demander, il vaut mieux peut-être commencer à réfléchir à aller du côté des plus forts, parce que les États-Unis sont en perte de vitesse. Les États-Unis ne sont forts aujourd'hui que par une seule chose, par le militaire. Économiquement, ils sont en perte de vitesse, ça restera quand même une grande puissance, mais leur zone d'influence s'est amaigrie. Ils passent leur temps à perdre des guerres comme les Français pendant 200 ans. Et aujourd'hui, ils se posent la question de savoir comment ils vont pouvoir séduire les Africains. Et j'en veux pour preuve la visite pathétique de Blinken en Algérie. On revient souvent sur l'Algérie, puisque Linda Larbaoui, qui connaît très bien le pays, va évidemment confirmer ce que je dis. Lorsqu'il va en Algérie, il est dans une situation d'indélicatesse, mais incroyable. Il ne sait pas comment parler aux Algériens, parce que d'un côté, Trump leur lègue un cadeau empoisonné aux Marocains en leur disant « je reconnais le Sahara occidental marocain »,
Et vous reconnaissez Israël. Première erreur stratégique et monumentale qui va contre le vent de l'histoire. Et ensuite, Blinken vient en Algérie après les sanctions algériennes contre le Maroc sur le pétrole, le gaz qui n'exporte plus par le fameux gazoduc maghrébin qui allait en Espagne. Et donc, il vient essayer de convaincre les Algériens d'exporter plus de gaz pour compenser les 30% de pertes de gaz européennes des Russes. Et il ne peut pas négocier avec eux. Pourquoi? Parce que, précisément, ils ont pris fait et cause pour le Sahara occidental marocain et donc n'ont plus le levier pour faire les Algériens qui sanctionnent par la suite l'Espagne. Donc le rapport aujourd'hui, c'est un rapport géopolitique, géoéconomique, c'est un rapport de force économique et politique, c'est un rapport de force surtout de répartition des forces dans la planète. La Russie a développé des capacités militaires offensives extraordinaires, on peut le constater, je veux dire, en dépit de la propagande occidentale, on voit bien qu'ils gagnent toutes leurs guerres sont gagnées à l'est de l'Ukraine et au sud, donc ça c'est quasiment réglé. Et surtout, la Russie a développé des armes extrêmement sophistiquées, comme le dernier Sukhoi, qui a des performances extraordinaires. Donc, entre les missiles hypersoniques, des armes sophistiquées et des alliances avec les 3/4 de l'humanité, ça va être compliqué pour les Américains de renverser la table cette fois-ci et d'emporter la mise. Puis surtout, les Américains ont leur crédit en un siècle 78 guerres. Ils ont passé leur temps à saigner l'humanité de guerres inutiles. C'est le pays qui, après la France, fait le plus de guerres au monde, car le premier pays qui faisait la guerre, c'est la France. Les gens ne savent pas, c'est le plus grand pays guerrier du monde, c'est la France. Elle fait la guerre au monde entier tout le temps. Et donc les Américains aujourd'hui sont en difficulté parce qu'ils ne savent pas comment séduire, comment revenir, comment reprendre la main sur une carte qu'ils ont perdue. Et ce que font les Russes très habilement, c'est de rappeler qu'ils ne sont pas des colons. Et ça, c'est le ferment principal. Ils sont ni colonialistes, ni esclavagistes, puisqu'ils ont été considérés comme des esclaves par les nazis. Donc c'est compliqué de faire alliance avec des gens qui vous ont réduit l'esclavage, qui vous ont spolié, volé, assassiné, quand de l'autre côté, jusqu'à récemment avec Kadhafi, quand de l'autre côté, vous avez des Russes qui n'ont jamais pratiqué cela. Et donc on peut dire ce qu'on veut sur l'influence russe. Aujourd'hui, l'Afrique, elle se fiche complètement de ce qui se passe aux frontières russes. Elle voit juste, sur un plan géopolitique, que la Russie s'est déployée et apporte un soutien concret, et j'en veux pour preuve que même le Cameroun, dont on ne pouvait pas imaginer qu'il achèterait des armes en Russie, l'a fait. Le Cameroun, qui n'était pas particulièrement pro-russe. Même les Marocains se rapprochent des Russes, qui est quand même assez incroyable. Même les Saoudiens, qui sont les derniers des traîtres, et j'ai aucune sympathie pour les personnages, ce sont des criminels de guerre, on voit ce qu'ils font au Yémen, se rapprochent des Russes parce qu'ils voient bien le vent changer. Et le vent change dans la bonne direction. Donc j'ai envie de vous dire simplement qu'effectivement, il n'y a pas de panique chez les Américains, ce sont des pragmatiques, mais ils sont quand même dans une situation d'interrogation permanente et sont inquiets par rapport au rapport de force qui se dessine actuellement à l'horizon. Docteur Lagoké, dans un climat de renforcement justement de la coopération entre Moscou, Alger et Bamako, comment selon vous se peaufinera l'application de cette loi américaine? Bon, c'est justement, nous sommes dans une nouvelle guerre froide, si on peut employer cette expression. Nous sommes dans une nouvelle confrontation. Et puis, je crois que ce que Abin avait dit au début, voilà, ce que j'avais dit, c'est que les Américains ont montré, on a dit qu'il y avait des signes de faiblesse, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà, donc, et que par rapport à ce signe de faiblesse, tout a été clair, comme avec des brillants panélistes qui ont expliqué ce qui se passe. Il y a un vent de changement qui souffle sur la planète. Et puis, les Africains, aujourd'hui, sont en train de revendiquer leur nouvelle indépendance. Il y a eu la création des BRICS, dont on n'a pas trop parlé dans cette émission, qui sont venus plus de 70 ans après les institutions de Bretton Woods, du FMI et de la Banque mondiale. Hier, il était difficile pour les pays africains de contourner le FMI ou la Banque mondiale. Et les Africains, aujourd'hui, avec l'existence des BRICS, dont fait partie l'Afrique du Sud, il y a l'expression que j'utilise, c'est que les Africains ont désormais le pouvoir du choix. Donc, c'est ce qu'on n'avait pas. Le pouvoir du choix, les Africains l'ont avec l'existence des BRICS. Et tout récemment, nous avons appris que, je crois que c'est à la demande même des Chinois, que les gens veulent, je ne sais pas de quel pays, mais membres des BRICS, que maintenant ils vont étendre pour qu'il y ait d'autres pays qui fassent partie des BRICS. Donc ça, c'est un fait historique, géopolitique tellement important qu'il faut le noter. Et comme Abina l'a si bien expliqué, les Russes et la Chine, que ce soit sur le plan économique ou bien sur le plan militaire et politique, ils offrent la possibilité encore à l'Afrique d'avoir ce pouvoir du choix au-delà des questions de relations internationales. Et donc voici le décor.
Et nous pensons que les Américains ou les pays du monde occidental feront tout pour accroître leur influence. Ils vont certainement faire des choses par rapport au soft power, mais selon ce qui a été lu, on sait que c'est de l'intimidation, ce qu'on appelle bullying people aux États-Unis ici. Donc, ils vont essayer d'intimider. Et c'est ce qu'ils font toujours. Peut-être que cela va se faire maintenant de façon beaucoup plus ouverte. Ce que l'Occident fait, l'intimidation, le charme, la séduction, les menaces et parfois des opérations de liquidation de ceux qui sont des nationalistes ou de ceux qui aspirent à voir leur pays devenir souverain. Et donc, le Mali a donné un bel exemple. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Mali, mais avant le Mali, il y a eu la République centrafricaine qui a démontré une certaine forme de dignité, une certaine forme de résilience et puis une certaine forme de résistance contre la France qui fait partie de l'OTAN. Et donc, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, partout en Afrique, il y a des expressions de souveraineté et donc cela ne va pas s'arrêter. Et tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit dans ma première intervention, des gens vont mourir, des gens vont être détruits, mais ce processus ne peut pas s'arrêter. Maintenant, il ne faudra pas qu'on soit aussi excité par rapport à Macky Sall, parce que Macky Sall a promis, et ça c'est important, et je pense que c'est de la diplomatie qu'on peut lui tolérer. Macky Sall a promis de rassembler les leaders de l'Union africaine afin que Zelensky puisse s'adresser à eux. Et il y a une pression sur l'Union africaine, il y a une pression sur Macky Sall pour que Zelensky puisse s'adresser au chef d'État africain comme il a fait avec le Congrès américain, comme il a fait avec les Juifs, comme il a fait avec beaucoup de pays dans le monde. Donc, quand cela va arriver, il ne faudrait pas non plus que les gens soient si déçus parce que il y a deux parties qui sont en conflit. L'Afrique a exprimé sa voix, c'est que nous ne voulons pas nous aligner derrière les Occidentaux pour pouvoir faire des sanctions contre la Russie. Mais en même temps, Macky Sall va certainement rencontrer Zelensky pour échanger et Zelensky pourra avoir la possibilité de s'adresser aux pays africains. Alors pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que ce que nous savons et ce que nous voyons, c'est que les choses ont changé. Donc le monde est en train de vivre une nouvelle ère et donc la France, par exemple, avec laquelle nous avons beaucoup de difficultés dans les pays francophones, va être en difficulté. Mais ce que je voudrais dire pour ceux qui m'écoutent et pour ces brillants intellectuels qui sont ici, il y a eu une partie du débat dont nous ne parlons pas souvent. Ce sont ces contrats, c'est-à-dire quand je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que cela est valable dans beaucoup de pays francophones. Dans mon pays, vous prenez l'eau, vous prenez l'électricité, vous prenez le secteur financier, bancaire, vous prenez le monde des assurances, vous prenez le transport, vous prenez la téléphonie, vous prenez tous ces aspects. C'est les Français, les compagnies françaises qui contrôlent les secteurs vitaux de la Côte d'Ivoire. Et c'est, comme quelqu'un le disait, la Côte d'Ivoire représente l'épitome du rêve néocolonial français. Et la même chose se passe dans la plupart des pays que la France a colonisés. Et donc aujourd'hui, là où nous voyons ce qui se passe avec la Russie, les leçons que nous devons tirer, c'est que les Africains doivent parler de souveraineté économique et politique. Les Africains doivent parler d'autosuffisance alimentaire. Si n'était pas autosuffisante sur le plan alimentaire, c'est sûr que la Russie serait dans des difficultés beaucoup plus sérieuses que ce qu'elle rencontre aujourd'hui. Comme hier, Sankara disait aux Africains, l'impérialisme, c'est le riz là, que vous mangez, qui se trouve dans vos assiettes. Et quand on va au Burkina Faso, quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand on voit ce qui se passe dans les pays africains, et que par moment au Ghana, les Ghanéens sont obligés, ou en Afrique du Sud, sont obligés de consommer le poulet surgelé ou congelé des États-Unis. Quand on voit que les Américains ou les pays occidentaux
font des subventions à leurs planteurs au même moment où ils demandent aux pays africains de ne pas d'apporter de subventions à leur secteur agricole. Voici autant de questions que nous devons poser à la faveur de la crise qui existe entre la Fédération de la Russie et l'Ukraine. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci pour cette intervention, docteur Lagoké. Monsieur Luc Michel, je vous renvoie à la même question. Face à un climat de renforcement de la coopération entre Moscou, Alger, mais également Bamako, selon vous, comment se peaufinera l'application de cette loi américaine? Écoutez, cette loi américaine, elle va s'appuyer comme elle s'applique partout, c'est-à-dire qu'elle va faire plus de problèmes qu'elle n'en pose. Elle va poser des problèmes aux Occidentaux, mais surtout, elle va dresser les peuples contre eux. Maintenant, je vous l'ai dit, les Iraniens sont en train de mettre au point des mécanismes d'évitement des sanctions et de combat contre les sanctions, les Russes également. Il faut s'inspirer des mêmes, c'est-à-dire que chaque sanction doit être opposée par une contre-sanction. Et quand on veut faire mal à un pays africain et à la Russie, il faut que la Russie et chaque pays africain fassent mal aux États-Unis et surtout à ce qui est le ventre mou de l'impérialisme. Actuellement, les pays de l'Union européenne. Vous savez, les Européens sont imprudemment lancés dans la guerre des sanctions contre la Russie. Ils en sont les premières victimes. Il commence à y avoir tout un secteur de l'opinion publique, des industriels, des militaires et des diplomates dans l'Union européenne qui veulent se réconcilier avec la Russie. Vous devez savoir que depuis que Poutine a exigé d'être payé en roubles sur des comptes russes pour livrer du gaz, 60% des firmes de gaz ouest-européennes ont accepté. C'est cela qu'on ne vous explique pas. Maintenant, deuxième chose, je ne suis pas choqué que Macky Sall ait demandé à Zelensky de s'exprimer devant les chefs d'État africains. L'Union africaine, elle est censée être une puissance neutre dans la guerre en Ukraine. Mais Zelensky est un petit personnage insupportable et arrogant qui est en train de se fâcher avec la diplomatie de tous les pays européens, notamment la France et l'Allemagne, tellement il donne des leçons. Il s'est fâché avec une grande partie des députés israéliens. La moitié des députés grecs s'est levée pour refuser de l'entendre parce qu'il était accompagné de 2 membres grecs condamnés pour criminalité néo-nazie du groupe Azov devant le Parlement grec. Moi, je souhaite que Zelensky prenne la parole. Il va s'aliéner encore plus de pays africains. Voilà tout ce qu'il faut retenir de l'affaire. Vous savez que moi, je collabore quotidiennement. Je suis le correspondant permanent des médias d'État iraniens, la télévision d'État francophone Presse TV, la radio d'État iranienne Pars Today. On m'a demandé à partir de 2018 de soutenir Macky Sall. Si la Russie est anti-occidentale, elle l'est de façon modérée, suivant les usages diplomatiques. L'Iran, au contraire, est radicalement anti-occidental, en particulier anti-française et anti-américaine. À Téhéran, les régiments défilent en foulant aux pieds le drapeau américain. Eh bien, croyez-vous que Téhéran m'aurait demandé de soutenir Macky Sall si Macky Sall n'était pas un allié du bloc de l'Est? Arrêtez de pratiquer la géopolitique du rétroviseur. Le Macky Sall de 2014 n'est plus celui-là, mais pire encore, les gens qui le combattent pour le compte des Américains et de George Soros, les groupuscules Jean-Rian Navarre, les ONG de George Soros en Afrique du Sud, les petits politiciens aux ordres de Soros comme Sonko, eh bien, ces gens-là, évidemment, sont les ennemis de l'Afrique. Madame Linda Labaoui, est-ce que les États-Unis ont les moyens de mettre un terme à l'influence ou à la présence russe en Afrique? Vous savez, quand tout à l'heure notre ami Gamal a parlé de la visite de Blinken en Algérie, avant Blinken, il y a eu Wendy Sherman. Wendy Sherman et son mari, c'est l'un des plus influents au sein de l'AIPAC.
Donc, elle était venue pour essayer de forcer l'Algérie à réouvrir le tuyau de gaz, le gazoduc qui a été fermé, qui passe par le Maroc. Elle a échoué, donc c'est Blinken qui est venu. Quand il est arrivé à l'aéroport d'Alger, il n'y avait personne pour l'attendre. On lui a envoyé un fonctionnaire pour le chercher. Donc, ça voulait tout dire. Ça voulait dire que il n'y a pas de gaz, il n'y a plus de gaz pour le Maroc, il n'y a plus de gaz, il n'y aura pas de gaz en plus pour l'Europe. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et Monsieur Blinken a oublié une chose. Il a oublié qu'un jour, un politicien très influent américain avait dit en 1974, il a dit « Il n'y a pas plus têtu et borné que le peuple algérien ». Donc si on a dit non, c'est non. Et cette histoire, l'histoire du gaz qui passe par le Maroc et qui va en Espagne et qui alimente les Marocains avaient 800 en cubes, 800 000 mètres cubes gratuits tous les ans, et ils avaient 150 millions de dollars. Au moment où il y a eu ce contrat de signer, c'était en 1974, et le tuyau a ouvert en 76, c'est-à-dire qu'au moment où les Marocains étaient en train de nous ramener du terrorisme en Algérie et dans le Sahel, notamment le Mali a été touché aussi à cette époque-là, sauf que les gens ont oublié, l'Algérie donnait du gaz gratuitement au Maroc. Et ce gaz-là, avec le contrat pétrolier qu'il y avait au niveau du carburant à tous les niveaux, servait aussi, les Marocains s'en servaient pour alimenter l'OTAN. Donc au moment où l'Algérie a coupé ce tuyau de gaz, elle coupait le gaz à l'OTAN et le carburant à l'OTAN. Et les Marocains, moi je suis un petit peu ce qu'ils racontent, donc avant la coupure de ce gazoduc, c'était on va obliger l'Algérie, sauf que l'Algérie marche avec les Russes. Et c'est bizarre parce que les Marocains eux-mêmes disent, jusqu'à hier sur leur chaîne nationale, ils disent le premier pays exportateur de gaz, c'est la Russie. Pourquoi ils se sont pas adressés à la Russie? Ou pourquoi ils disent pas qu'ils se sont adressés à la Russie? La Russie a refusé de leur vendre et du pétrole, et du carburant, et du gaz. Le Qatar, pareil. Les Qataris sont allés en Espagne il n'y a pas longtemps, c'était il y a une dizaine de jours, et c'était pour alimenter le Maroc. Ils ont, pareil, les Qataris ont refusé. Pour la simple raison que la planche pourrie de l'Afrique, par où est parti le Safari Club qui a détruit l'Union soviétique, c'est le Maroc. Ils ont recommencé. Et la cellule qui s'est montée contre l'Arabie Saoudite, pourquoi l'Arabie Saoudite s'est rangée derrière l'Union soviétique? C'est parce qu'il y a une planche pourrie en Afrique qui essaye de gangréner, qui empêche l'Afrique d'avancer. Ils sont en train d'occuper un territoire qui alimente le terrorisme, le Sahara occidental, c'est par là où passent tous les terroristes, c'est par là où passent les produits stupéfiants, c'est par là où passent les armes pour les terroristes. Et ils ont cru à un moment, parce qu'il y a Blinken et il y a les États-Unis, qu'on allait être obligés. Tout à l'heure, j'ai parlé de manœuvres à la frontière marocaine. Il faut savoir que nous avons des véritables menaces. Pourquoi? Pour la simple raison que nous soutenons le Mali. Le gouvernement algérien soutient le Mali à tous les niveaux, même au niveau du blé, même au niveau des fruits et légumes. L'Algérie se suffit à elle-même au niveau nourriture, au niveau agriculture. Beaucoup d'Africains ne le savent pas. Je vais aller plus loin. L'Algérie fabrique ses propres munitions. L'Algérie, au niveau des armements, au niveau de la maintenance, elle répare elle-même ses appareils, même les avions qu'elle achète ailleurs. Il y a une maintenance sur place. Il y a des gens donc c'est un pays qui peut faire face à beaucoup de choses. Je vais aussi dire une chose qui est importante. Au moment où M. Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, a visité la dernière fois le Mali, parce qu'il y a eu 3 visites, au retour d'Alger, il a effacé la dette de 14 pays. Pourquoi il a fait ça? C'est pour donner un champ de manœuvre à ces pays-là. C'est pour que ces pays-là puissent être un peu libres dans leurs décisions. Parce que quand on a une dette, on ne peut pas décider, on a une pression étrangère. Donc par rapport aux États-Unis, il a libéré pas mal de pays.
Il y a aussi, par rapport à Macky Sall, ce qu'ignorent beaucoup de gens aussi, je ne sais pas si Monsieur Luc Michel le sait, mais il y a, le Sénégal, c'est un pays qui est sous le franc CFA. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des accords entre Alger et le Sénégal et des accords commerciaux, libre-échange, où les Sénégalais peuvent se retourner vers l'Algérie s'ils ont besoin de certains produits. Ça les a libérés de beaucoup de choses. Et c'est vrai que beaucoup d'Africains ne connaissent pas la politique algérienne. Ou bien quand on va sur Internet, quand on parle du gaz, par exemple, on va tomber sur la désinformation marocaine, le gazoduc qui va du Nigeria, qui passe par le Maroc, et c'est complètement débile. C'est un truc qui passe par 14 pays, et il faut voir ce que ça coûte. Donc on tombe sur la désinformation marocaine, qui elle fausse tout aux Africains. Ça fausse tout. Donc il y a un contrat avec Macky Sall. Je parle de Macky Sall parce que avant lui, c'était autrement avec le Sénégal. Donc Macky Sall s'est rapproché de l'Algérie ou c'est l'Algérie qui s'est rapprochée de Macky Sall, je ne sais pas. En tous les cas, il y a des accords commerciaux qui ont libéré beaucoup le Sénégal. Après, j'ai noté quelques trucs. Après, nous sommes en train de débattre ce que peut faire les États-Unis en Afrique ou quels sont. Mais ils sont en train de nous détourner du véritable souci. Les pays de la CEDEAO, les pays du franc CFA, des pays comme la Mauritanie qui a toujours été un pays faible parce qu'il était sous pression marocaine, bien sûr, et tout par rapport à tous les trafics des Marocains. Depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 3 attaques de drones, il y a une vingtaine de civils morts, il y a eu 3 Algériens parmi eux. Voilà ce que font les Marocains, ils attaquent les autres à chaque fois qu'un pays veut se libérer. Donc, ils sont en train de nous détourner par rapport au véritable problème. Notre problème, les États-Unis se cachent derrière un néocolonialiste qui s'appelle la France et qui attache ces pays-là avec un franc CFA et avec la CEDEAO. Notre véritable problème à nous, c'est la France. Les États-Unis, c'est secondaire parce que les États-Unis, eh ben, on les voit pas tellement. S'il n'y avait pas les Anglais d'un côté avec le Commonwealth et les Français avec la CEDEAO, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ou sinon, les Américains n'auraient déclaré la guerre depuis longtemps, hein, on l'aurait su. Notre véritable problème, ce n'est pas les États-Unis. Eux, ils déclarent ce qu'ils veulent. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire à un mort? Il est mort. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au peuple africain? Ils sont en train de les asphyxier. Ils ne peuvent pas leur faire plus. Donc, c'est une question de survie pour les peuples africains. C'est une question de se battre, de se défendre. Mais notre véritable problème, encore une fois, c'est la France. Ils sont en train de je parle de l'Afrique de l'Ouest, ils sont en train de nous détourner de ce qui est un véritable combat. Pour moi, les États-Unis, c'est secondaire parce qu'ils sont en guerre contre les Russes et les Russes, ils sauront répondre au moment venu. Monsieur Lavrov l'a bien dit, attention, nous sommes au Mali. Ça voulait tout dire quand il a dit ça. Ça veut dire que si vous touchez au Mali, nous sommes là. Et ils feront pareil pour les autres pays. Donc le véritable problème, il ne faut pas se détourner, c'est le franc CFA, c'est la CEDEAO. Et c'est aussi le Commonwealth, il ne faut pas oublier, les Anglais sont aussi dangereux que les Français. Alors, Monsieur Gamal Abina, est-ce que les États-Unis ont les moyens nécessaires pour briser l'influence ou la présence russe sur l'ensemble du continent africain? Est-ce que les États-Unis, j'ai pas entendu la question, ont les moyens nécessaires de quoi? Alors, est-ce que selon vous, les États-Unis ont les moyens nécessaires pour contrer l'influence ou alors briser l'influence ou encore la présence de la Russie sur l'ensemble du continent africain? Non, ils n'ont pas les moyens nécessaires. D'abord, rappelons que l'Afrique, c'est 1 milliard 100 millions d'habitants, c'est le plus grand continent de la Terre quasiment. Ensuite, parce que les rapports de force sont très importants du côté états-unien, mais qu'il y a un rapport de force égal avec la Russie. Puis surtout parce que les gens qui sont reçus en Afrique aujourd'hui, je parle des Russes, sont reçus avec les applaudissements de la population. Qu'ils ont une bonne opinion, une bonne presse et que le peuple africain, dans son ensemble, les perçoit comme des alliés.
stratégiques, des alliés qui peuvent être utiles, ce qui n'ont jamais été les Américains. Parce que le passé ne plaide pas en faveur des États-Unis, parce qu'ils seraient mal accueillis partout et parce que surtout, l'herbe a repoussé depuis la colonisation, que les infrastructures commencent à se développer, que les capacités de répondre aux cyberattaques existent, que l'expertise chinoise et russe existe, parce que c'est devenu deux grandes puissances. À elles deux, Russie, Chine, ils totalisent quasiment la moitié du budget militaire américain, mais ils totalisent une richesse supérieure aux États-Unis. Donc c'est difficile de penser que les Américains qui essayent de voter des lois désespérées, qui vont être sans doute dans une bulle de pression, qui vont essuyer un échec, évidemment. Si on arrive à faire des lois, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Ça ne ressemble pas aux Américains d'ailleurs. Ce genre d'action, ils ont plutôt l'habitude d'attaquer militairement ou de sanctionner de façon ciblée. C'est plutôt global. Donc ça démontre une chose, c'est que les États-Unis ont perdu la main et ne prendront pas la main avant longtemps, si jamais ils la prennent un jour. Ça démontre aussi surtout que aujourd'hui la géopolitique. Alors Linda Barbary, sa langue a fourché, elle a parlé de 74, 76, non c'est 94 pour le gazoduc, puisque ça devait sceller l'union du Maghreb arabe avec Hassan II. Ça fait 30 ans et c'est au terme des 30 années que le contrat a été dénoncé. On s'est trompé juste par rapport à 74-94. Elle a parlé vite, mais elle a raison sur l'ensemble de ce qu'elle disait effectivement. C'est un rapport où il ne reste guère aux États-Unis que très peu de soutien. Elle parle du Maroc comme étant, bon, elle utilise le terme fort évidemment, comme étant une sorte de planche pour gain d'Afrique, et je comprends ce qu'elle veut dire par là, parce que c'est vrai que le Maroc a toujours été un petit peu le bras armé de l'Occident. Il faut se rappeler quand même qu'historiquement, le Maroc a tourné 2 fois le dos à l'Afrique et au monde arabe, une fois en quittant l'Union de l'Organisation africaine, parce qu'il n'était pas content par rapport au Sahara occidental, et une seconde fois, évidemment, en quittant quasiment le Maghreb arabe. Donc c'est vrai que le Maroc roule pour lui-même, il roule pas pour l'Afrique, ni même pour sa population dans l'absolu. Les Marocains ne sont pas riches non plus. C'est vraiment une question politique qui va bien au-delà d'un simple rapport de petits dictateurs, ce qu'il y en a en Afrique, qui veut s'en mettre plein les poches. Mais les États-Unis n'ont plus beaucoup d'alliés en Afrique, en réalité. Si vous regardez bien, je veux dire, ils ont perdu Meles Zenawi en Éthiopie, puisque Abiy Ahmed n'est pas avec eux du tout, vu qu'ils ont essayé de le renverser. Ils ont perdu évidemment l'Afrique du Sud, l'Afrique raciste du Sud, précisons bien, l'Afrique raciste du Sud, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique de Klerk et de toute la collection des néo-nazis qui dirigeaient à l'époque. Ils ont perdu, même le Maroc a un petit peu changé de position parce qu'ils essaient de se rapprocher difficilement des Russes, mais ça ne fonctionne pas. Mais surtout, ils ont perdu la Tunisie, qui était quand même pas mal, c'est pas forcément l'allié des Américains, mais c'était pas un ennemi. Maintenant, les positions qu'ils ont vis-à-vis de Khaled Saïd sont extrêmement virulentes, puisqu'ils veulent le sanctionner. Ils ont perdu évidemment la plupart des pays noirs africains parce que, au terme de révolution, de contre-révolution, de révolte et de coups d'État militaires qui sont des coups d'État nationalistes, souverainistes, ils perdent clairement la main sur les hommes qui étaient au pouvoir. Ils ont perdu aussi leur influence dans le Sahel puisqu'ils ont stabilisé la région et que finalement, la plupart des pays du Sahel sont très 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 énervés. Alors je parle des peuples et cette fois-ci africains qui ont bien compris la manœuvre et qui est grossière. Et puis ils ont perdu cette espèce d'aura comme ça qu'ils avaient quand même après la Seconde Guerre mondiale. Ils en auraient un petit peu de crédibilité anticolonialiste qui voulaient détruire les empires anglo-français. Mais ils ont perdu ça très vite parce que finalement, ils ont pris le relais des anglo-français en les appuyant. La consécration de cette bassesse, c'est la Libye, quand ils y vont à 3. Le soi-disant prix Nobel de la paix Obama, criminel de guerre qui a fait plus de morts que Bush d'ailleurs. Évidemment, le criminel de guerre Sarkozy, et puis surtout l'Angleterre, ça va de soi, l'Italie, l'ancienne puissance coloniale, tout le monde va en Libye. Donc là, il montre immédiatement qu'effectivement, il y a un problème. Alors, après, pour revenir sur la question de l'influence même des États-Unis dans le pays le plus proche des États-Unis, qui est le Maroc, même là, il y a un problème, parce qu'en réalité, le Maroc, il a beau faire la danse du ventre avec l'Espagne, par exemple, en ce moment, il y a quand même 2 territoires occupés au Maroc qui s'appellent Ceuta et Melilla, 2 villes marocaines dans le Rif qui sont occupées par les Espagnols, donc c'est des colonies, parce qu'on parle toujours de la dernière colonie en Afrique, qui serait le Sahara occidental. Non, il y a 2 autres colonies qu'on a oubliées. Sans parler des îles autour, tout ça, ça crée des tensions qui font que même les Marocains, ils sont pas forcément super d'accord sur le fait que l'Espagne, par exemple, ait envoyé des forces militaires pour récupérer un rocher au large des côtes du Maroc. Donc ça dit des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont perdu leur zone d'influence politique, ça c'est indiscutable. Ils ont perdu leur aura de sympathie qu'ils avaient très légèrement, mais pas énorme, mais bon, certaines aura de sympathie, particulièrement après la guerre contre l'Égypte tripartite Israël, Angleterre et France. Les États-Unis ont tapé les poings sur la table comme Khrouchtchev de la chaussure sur la table. Ça a stoppé la guerre. Ça, c'était une image qu'ils avaient qui était assez positive. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus tous l'image-là. Ils ont l'image de gendarmes, de conquérants, de néocolonialistes qui soutiennent 2 puissances néocoloniales, ou même 3 parfois avec l'Espagne, et qui donnent le sentiment qu'ils sont là pour donner des soins à tout le monde de démocratie. Malheureusement, la démocratie américaine étant un système dictatorial déguisé, puisque que 2 partis peuvent se présenter, déjà ça fait rire,
qui impose la dictature par les bombes, enfin la démocratie par les bombes, excusez-moi, et surtout qui ne tient absolument pas compte des réalités politiques, géopolitiques et culturelles de la région. Puis je rappelle quand même, encore une fois, que le plus grand allié des États-Unis dans la région à l'époque, c'était quand même l'Afrique du Sud raciste. Parce que l'Afrique du Sud pratiquait la politique de discrimination raciale qu'elle appelait apartheid, quand les États-Unis pratiquaient la discrimination raciale officielle qu'ils appelaient effectivement discrimination. Le principe, c'est quoi? C'est des États qui ont des lois racistes qui les appliquent sur leur territoire. Tout ça, après, je le rappelle tout de même, mais c'est pas rien, les mêmes lois appliquées en Allemagne nazie contre les Juifs. C'est les mêmes lois, il n'y a aucune différence. Interdiction des bancs, pas le droit de certains métiers, bref, ça en dit long. Donc c'est vrai que les États-Unis ont ils sont du mauvais côté de l'histoire, ils ont utilisé cette expression pour criminaliser la Chine, mais aujourd'hui ils sont du mauvais côté de l'histoire parce que, évidemment, ils donnent le sentiment qu'ils mettent le feu en Europe avec l'Ukraine, qu'ils poussent à la guerre, toujours, qu'ils interviennent là où ça les chante, et qui finalement, ils sont défaits, mais dans tous les cas de figure, ils laissent beaucoup de morts, qu'ils ont assassiné entre 3 et 5 millions de personnes au Moyen-Orient, c'est pas rien, qu'ils ont assassiné quasiment autant de personnes en Afrique, c'est pas rien, et qu'ils sont toujours derrière les pires dictatures possibles et imaginables, pour valider des postures qui sont très très loin des pseudo-principes démocratiques. Donc la plus grande démocratie du monde qui soutenait la plus grande dictature du monde qui était l'Afrique du Sud, aujourd'hui elle est très très mal vue et ça se comprend. Donc le retour des États-Unis en Afrique, ça va être difficile parce que c'est un pays prédateur, c'est un pays qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'à s'enrichir, qui n'est pas pour la répartition des richesses, qui est pour l'ultralibéralisme, qui a privatisé tout ce qui était richesse aux États-Unis au profit de groupes privés et qui voudrait exporter ce modèle infâme dans le reste du monde. Non, je pense pas que l'Afrique soit prête à ça parce que la culture africaine, au sens large du terme, ne se prête pas à ce genre de dérive dictatoriale économique et ne l'acceptera pas. De toute façon, les États-Unis sont très très mal vus en Afrique. On brûle pas encore de drapeau américain en Afrique. C'est toujours les Français qui ont la vedette. Mais si jamais ils devaient intervenir d'une manière ou d'une autre, comme ils l'ont fait par exemple contre Sankara ou surtout contre Lumumba avec cet assassinat horrible, rappelons ce qu'ils ont fait quand même à Lumumba. Hein. Ils l'ont assassiné, torturé d'abord, assassiné, découpé en morceaux, brûlé et disséminé dans le désert. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les méthodes américaines. Et bien ça, les Africains ne l'ont pas oublié parce que, contrairement à l'idée reçue, ils ont une très très bonne mémoire. Et comme l'éléphant en Afrique a une longue mémoire, les Africains n'ont pas une mémoire moins longue. Alors, Monsieur Achille Eke, partagez-vous cet avis selon lequel les États-Unis n'ont aucun moyen efficace pour briser l'influence de la Russie sur l'ensemble du territoire africain, on va le dire ainsi? Monsieur Achille, que vous avez la parole. Oui, je crois que nous sommes tous d'avis que, n'est-ce pas, l'influence américaine a reculé aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons observé pendant les 30 dernières années toutes les guerres que l'Amérique a menées. Et notamment les mensonges, le mensonge le plus gravissime qui a été fait à l'ONU par le général Colin Powell lorsqu'il a ils allaient attaquer l'Irak en disant au monde que l'Irak avait des armes de destruction massive. Ils nous ont montré une petite, n'est-ce pas, un petit tube avec, voilà, on disait que c'était des armes de destruction massive. Alors, cela combiné à ce qui s'est passé en Afghanistan, hein, et toutes les guerres que n'est-ce pas, le monde a subi, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, ces fougueux personnages n'est-ce pas, que regorge l'Amérique. Et il est certain aujourd'hui qu'avec le temps, n'est-ce pas, cette influence a diminué. Et surtout que l'Afrique, particulièrement, essaie de remonter, n'est-ce pas, de se relever et se dire, mais écoutez, nous aussi, nous existons. N'est-ce pas, l'Internet aujourd'hui, la communication, les télécommunications, etc., ont permis à l'Afrique d'accéder à l'information. Alors, l'accès à l'information, n'est-ce pas, c'est une source de force. C'est une force qui permet de pouvoir, n'est-ce pas, être informé directement des événements qui se passent à travers le monde sans passer par les filtres, n'est-ce pas, de certains pays qui viennent des régulateurs. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Africains voient maintenant les Occidentaux pour ce qu'ils sont en réalité, c'est-à-dire des gens qui sont maîtres dans l'art, n'est-ce pas, de l'esbrouf, l'art n'est-ce pas, de dire des choses qui ne sont pas nécessairement vraies, et toujours dans l'esprit de pouvoir protéger, n'est-ce pas, leur influence, leurs intérêts. Et les Africains se disent aujourd'hui, surtout la jeunesse africaine, qui est très demandante, qui est très exigeante aujourd'hui, qui se dit, mais écoutez, qu'est-ce que nous allons devenir si on continue à, n'est-ce pas, à se former, ne pas avoir d'emploi, ne pas avoir de vie, alors que tout le travail que nous faisons, n'est-ce pas, toutes les valeurs que nous créons dans nos pays,
Ces valeurs sont siphonnées à travers, n'est-ce pas, le franc CFA vers les pays européens qui mènent un train de vie très au-dessus, n'est-ce pas, de leurs moyens, alors que nous, on misère. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui ont changé énormément aujourd'hui, qui font que ce qui pouvait se faire il y a 10 ou 15 ans n'est plus nécessairement possible aujourd'hui. Et l'Amérique, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, lors du vote, ce fameux vote qui a eu lieu aux Nations Unies, ont été absolument surpris de la position de l'Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun pays en dehors des pays européens n'a sanctionné la Russie. Alors, et pire, c'est que le président de l'Union africaine va en Russie et parle de façon très claire et nette de la position africaine sans essayer de faire des courbettes. Il le dit clairement que ça choque ou que ça ne choque pas, ce n'est pas son problème. Donc, ça montre une certaine détermination des pays africains de pouvoir s'assumer. Ce qui fait que ce qui était vrai en termes de puissance militaire, en termes de puissance qu'on appelle soft power, c'est-à-dire la diplomatie, les menaces, etc., les gens n'ont plus peur. Parce que, comme Mme Linda Larbaoui a dit tout à l'heure, nous sommes déjà au fond du trou. De quoi avons-nous on ne peut plus avoir peur de mourir. Nous sommes déjà morts. Nous sommes en train de survivre en ce moment. Donc, il n'y a plus rien qu'ils puissent faire, qui puisse effrayer les Africains de nouveau. Voyez-vous? Donc, quand on dit, par exemple, qu'on va sanctionner un président comme le président du Mali, monsieur Assimi Goïta, mais il vous dit carrément, je n'ai pas de bien en dehors de sanctionner comme vous voulez, mais je n'ai pas de bien que vous allez geler. Il n'y a rien. Non, on n'a pas besoin d'aller à Paris, s'asseoir dans les cafés, et donner l'impression qu'on est parisien. On est plus. La mentalité a changé, là. Complètement. Ce n'est plus les époques des années 60 où tout le monde voulait aller à Paris, tout le monde voulait aller à Washington. Non, ça indiffère les gens aujourd'hui. Les gens vivent très mal en Afrique et veulent sortir de leur situation, en plus du fait qu'ils sont très bien formés et très bien informés. C'est ça surtout qui est l'arme fatale, n'est-ce pas, pour les pays occidentaux. C'est qu'ils ont créé la technologie, ils ont pillé nos ressources minières, n'est-ce pas, pour créer les outils que nous utilisons aujourd'hui pour lutter contre eux, c'est-à-dire les téléphones, l'Internet, etc., etc., etc. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ce qui était vrai il y a 20 ans est encore possible aujourd'hui. Les États-Unis s'en rendent compte. C'est pour ça qu'on a toutes ces lois scélérates qui sortent de nulle part, alors qu'en réalité, véritablement, il s'agit d'une perte d'influence, d'une perte de puissance. Et puis, le coup de maître que M. Poutine a fait avec le rouble, et n'est-ce pas, ça se ressent très mal parce que tous les journaux parlent régulièrement et tous les jours du fait que les sanctions qu'ils ont infligées à la Russie se retournent contre les Européens, contre les Occidentaux. Alors, c'est terrible, c'est absolument affligeant de savoir que vous voulez faire mal à quelqu'un, c'est vous plutôt qui souffrez. Et en plus, il n'y a même pas moyen de pouvoir aller grappiller ici et là pour pouvoir colmater les brèches partout où les Occidentaux, les Américains vont leur dire non, 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 vous voulez le pétrole, non, augmenter votre production de pétrole ici, non, augmenter la production de gaz, non. Personne ne veut les écouter. C'est comme s'il y avait une révolte mondiale contre les Occidentaux aujourd'hui. Donc, ça diminue énormément leur force de frappe et ils ne vont pas faire la guerre à tout le monde entier. C'est impossible. Donc, véritablement, ça donne donc la possibilité aux peuples africains, n'est-ce pas, à travers des groupes, des unions avec d'autres pays, comme la Russie, la Chine, n'est-ce pas, des organisations comme les BRICS qui pourraient être étendues à d'autres pays. Ce serait une très bonne idée de pouvoir donc créer des groupes d'influence qui vont s'opposer de façon efficace à l'influence américaine, à l'influence européenne sur le continent africain, donnant donc la possibilité aux peuples africains de pouvoir mener un programme de développement, un programme, n'est-ce pas, de développement de leur peuple, de leur pays, qui soit à la hauteur des attentes de ces peuples-là. Donc, moi, je crois que l'influence américaine a considérablement baissé. Apparemment, ce n'est qu'au début. Ça va continuer de façon graduelle, n'est-ce pas? Et on va se rendre compte plus tard qu'à un moment donné, il va falloir tous s'asseoir sur une même table et discuter d'égal à égal. Parce que les Européens auront besoin des ressources africaines, les Africains ont besoin de se développer. Alors, il va falloir à un moment donné s'asseoir et discuter franchement. Écoutez, nous, on a ceci, vous avez quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut échanger? Voilà, donc il va falloir arriver à ce point-là. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui pour les Européens de pouvoir conceptualiser, parce qu'ils ne savent pas parler aux Africains, ils ne savent pas. Ce n'est pas quelque chose qui est dans leur entendement, ce n'est pas possible.
pour eux de le faire, mais il va falloir se faire violence à un moment donné. Mais les Africains doivent être ceux qui doivent s'affirmer. On a vu ce que le Mali fait aujourd'hui. Ils s'affirment, ils ne font pas du bruit, ils font ce qu'ils ont à faire et restent cohérents et soudés. C'est ça la méthode qu'il faut employer. Merci. Nous vous remercions, Monsieur Achille Euke. Alors, Docteur Lagoké, au moment où la recherche d'autres sources d'approvisionnement en combustibles fossiles, notamment le gaz, le charbon, mais également le pétrole, se fait davantage ressentir, les États-Unis et l'Europe en général pourront-ils riposter, selon vous? En tout cas, merci beaucoup pour cette question, parce que depuis que je parlais, il y a eu un certain nombre d'éléments que j'ai pas développés et que malgré les brillantes prestations des co-panélistes, que j'ai pas entendu véritablement. Il y a eu le chancelier allemand. Donc on n'a pas beaucoup parlé du chancelier allemand. L'Allemagne qui est un grand symbole. La crise ukrainienne est une crise qui est, je vais appeler cela un facteur historique favorable. Ça va faire changer le cours de l'histoire. Et donc, il y a tellement de symboles qu'on n'aura pas le temps de parler de tout cela. Mais voilà ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu cette fameuse conférence de Berlin en 1884-1885 qui devait être le point de départ de la colonisation, d'abord sur papier, de façon théorique. Et bien plus tard, il y a eu donc les expéditions militaires des Occidentaux qui sont allés pour essayer de conquérir des espaces, de créer des zones d'influence et donc de se donner des marchés captifs et bien plus tard qui allaient appeler colonies ou protectorats. Alors ici, dans cette crise ukrainienne ou dans cette expédition militaire russe en Ukraine, c'est encore l'Allemagne qui est la première puissance économique de l'Europe de l'Ouest et qui dépend de la Russie et donc qui est poussée, activée par les États-Unis afin de ne pas faire fonctionner le Nord Stream 2 le gazoduc dans lequel l'Allemagne et puis des compagnies françaises et bien d'autres ont mis des milliards de dollars. Alors donc cette Allemagne qui est poussée à réduire sa dépendance de la Russie, s'est vue obligée dans cette crise-là. On a vu la visite du chancelier allemand au Sénégal pour, dit-on, essayer de négocier avec le Sénégal comment est-ce que le Sénégal peut faire couler son gaz ou bien son gaz naturel liquéfié en Europe. On a eu la même démarche avec l'Algérie. Et donc, pour me concentrer sur le cas de l'Allemagne, je voudrais donc rappeler l'Allemagne hier, la conférence de Berlin, aujourd'hui, il se pourrait que sous le leadership de l'Allemagne, d'abord par l'action qui a été prise de sécuriser le gaz de l'Afrique, d'abord celui du Sénégal, il se pourrait qu'à l'occasion de cette crise-là, qu'on puisse voir une deuxième rencontre ou bien un moment où les pays occidentaux vont essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Or, si cela se présente ainsi, on pourrait aller vers une réaffirmation de la politique néocoloniale occidentale vis-à-vis de l'Afrique. Or, comme en 1985, il y a eu cette conférence qui s'est organisée, je crois, au Congo, où le thème de cette conférence était « Sortie de Berlin ». C'est-à-dire que l'Afrique, aujourd'hui, nous sommes dans le schéma néocolonial qui a été établi depuis la conférence de Berlin. Et aujourd'hui, il se pourrait que ce schéma soit renforcé par l'Occident sous le leadership de l'Allemagne qui hier était à l'avant-garde de cette fameuse conférence de Berlin qui avait été organisée et à partir de laquelle l'Afrique allait connaître sa colonisation. Et donc, c'est pour cela que quand on voit ce qui se passe, notre leitmotiv devait être non à un Berlin 2.0, sortir de Berlin. On ne veut plus un autre Berlin
parce que on sait ce qui est en train de se passer et on sait comment est-ce que les Occidentaux opèrent et comment est-ce qu'ils vont opérer. Mais maintenant, c'est pour cela que tout à l'heure, quand je parlais, je me suis dit qu'il fallait que les Africains arrivent à poser des questions fondamentales par rapport à la question de la souveraineté économique. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas souvent. C'est bien que on peut dénoncer l'impérialisme en général, mais il faudrait qu'on sache de façon spécifique combien l'Afrique gagne quand les Européens exploitent, par exemple, l'uranium. On sait à un moment donné qu'au Niger, les Français avaient exploité l'uranium, la compagnie Areva, et donc il y avait une crise entre l'État du Niger et la compagnie Areva. Et je sais que, en fait, on le sait, ceux qui écoutent, ceux qui ne le savent pas, ils étaient arrivés, après un moment de tension, la compagnie Areva et l'État du Niger sont tombés d'accord sur le pourcentage de 12% à donner à la compagnie française. Donc la question qui se pose, combien l'État du Niger gagnait avant l'accord de 12%? Et donc les chiffres qu'on attend, 6% ici, 8% là, je sais par exemple que le pétrole en Côte d'Ivoire, que les compagnies occidentales qui exploitent le pétrole en Côte d'Ivoire donnent depuis Babo un pourcentage de 17% à l'État de Côte d'Ivoire. Et quand je prends l'exemple, par exemple, de la téléphonie dont je parlais tout à l'heure, et quand les Français ont décidé, ils ont pris la téléphonie fixe en Côte d'Ivoire, et puis ils contrôlent la téléphonie mobile avec Orange, qu'à un moment donné, sous la pression du régime de l'État de Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, sous Alassane Dramane Ouattara, les Français ont estimé qu'il fallait amener les deux compagnies ou les deux secteurs ensemble. Quand ils ont fait cet accord, les Français veulent garder. Je ne sais pas si ils ont finalement mis en exécution cela. Les Français voulaient garder 69% des actions de la téléphonie fixe et mobile en Côte d'Ivoire. Quand on voyage, tout à l'heure je parlais avec un de mes amis, quand on voyage et qu'on prend Askai, par exemple, la compagnie panafricaine aérienne, et que Dakar à Ouagadougou, on paye $700 au minimum, et qu'on se demande mais pourquoi les coûts sont si élevés, qu'on apprend que parce que la France fait partie de la SECNA, et par rapport à ce secteur qu'elle contrôle, donc les Français, Air France par exemple, c'est-à-dire les tarifs qu'ils doivent payer sont moindres par rapport à Askai, qui est sponsorisé par une compagnie, par Ethiopian Airlines, qui ne fait pas partie de ce secteur francophone. L'espace aérien franco-africain là, est contrôlé, monopolisé par les Français. Voici autant de questions que nous devons poser aujourd'hui. Sinon, on va continuer à brader nos minerais, à brader le pétrole et le gaz à des pourcentages qui sont vraiment terribles, dans la mesure où en Côte d'Ivoire, il y a au moins 50% de la population qui est pauvre. Même chose dans les différents pays de la sous-région. Donc voici pour moi ce que je voudrais dire par rapport à ce débat. Et si nous faisons bien ce que nous sommes en train de faire et que nous continuons à parler comme nous sommes en train de le faire, que nous parlons ensemble à l'unisson et que nous posons les mêmes problèmes, il se pourrait que les Occidentaux soient un peu gênés, mais sinon, c'est qu'ils ont commencé depuis la bataille de Ceuta en 1415, à l'occasion de la Renaissance européenne, qui allait conduire à l'esclavage sur la planète Terre. Depuis plus de 500 ans que les Occidentaux sont en train de concevoir des systèmes de l'esclavage, de la colonisation, de l'apartheid, Jim Crow aux États-Unis et aujourd'hui le néocolonialisme. Il faut une véritable révolte de soi, une véritable révolte populaire. Sinon, et écoutez-moi bien, sinon, nos espoirs vont être détruits et on risque de voir un monde beaucoup plus violent parce que les Occidentaux ne sont pas prêts de renoncer à leur hégémonie qui est en train de s'effriter et qui est en train de descendre. Voici ce que je voulais dire. Alors, Monsieur Luc Michel, on n'oublie pas cette actualité concernant l'Union européenne en général qui est dans une phase de recherche d'autres sources d'approvisionnement en gaz, en pétrole, mais également en charbon. Les États-Unis et l'Europe en général pourront-ils riposter?
à travers, face à la Russie qui est déterminée à apporter son appui, son accompagnement aux pays africains? Tout d'abord, il faut comprendre que les agendas américains et européens ne sont pas les mêmes. Les buts de guerre des États-Unis en Ukraine, c'est d'affaiblir géopolitiquement la Russie, mais de fracturer les économies ouest-européennes. Et imprudemment, malheureusement pour eux, les Européens se sont laissés piéger dans la guerre du gaz et la guerre des sanctions contre la Russie, dont ils sont les principales victimes. Dans cette guerre, les Américains ont proposé aux Européens une stratégie qui est suicidaire, c'est-à-dire d'aller suppléer les fournisseurs russes près de 4 États qui sont tous des alliés de la Russie, c'est l'Iran, le Venezuela, l'Algérie et le Sénégal. En Venezuela, le Venezuela a proposé de réduire les sanctions des Américains. Ils ont dit non, nous ne trahirons pas nos alliés russes. Les Iraniens ont dit la même chose. Au contraire, ils aident la Russie à assujettir le marché européen. Les Américains disent que l'Iran est le glaive géopolitique de la Russie en Europe. Si les Iraniens avaient accepté de fournir leur gaz à l'Europe, ils auraient pu remplacer les Russes et ils ont volontairement refusé de le faire. Les Algériens, bien entendu, et les Sénégalais au sommet des États producteurs de gaz à Doha il y a quelques semaines ont refusé de le faire. Ce serait une erreur stratégique pour faire un peu de l'argent que le Sénégal ou l'Algérie acceptent de suppléer la Russie et la poignarde dans le dos. C'est la Russie qui offre de l'oxygène géopolitique aux États africains et qui permet à la Centrafrique, au Mali et aux autres États africains de se libérer du néocolonialisme occidental. Donc, tomber dans le piège occidental de suppléer la Russie serait une erreur fondamentale. Au contraire, il faut se tenir à la stratégie qui a été définie à Doha, c'est-à-dire que les États producteurs d'hydrocarbures, de gaz, mais aussi de pétrole, avec le soutien de l'OPEP et de l'Arabie saoudite, ces États doivent reprendre le contrôle du marché des hydrocarbures dont les États-Unis se sont emparés en septembre 2015. C'est cela qu'on doit retenir. Dans la guerre d'Ukraine, il n'y a pas de neutralité. L'Afrique n'est pas spectatrice, elle n'est pas neutre. Il n'y a pas d'un côté les Russes, de l'autre côté les Occidentaux, et une Afrique qui est neutre. Il n'y a en fait que deux blocs. Le bloc de l'exploitation, qui est l'héritier du colonialisme et de l'esclavage, qui est le bloc américano-occidental avec l'OTAN. De l'autre côté, il y a le bloc de l'Est qui appelle à ses côtés l'Afrique. L'Afrique n'a pas le droit d'être neutre. Elle s'est fait voler ses indépendances en 1960. Aujourd'hui, il est temps qu'elle les gagne. Fin de ce programme. Alors, Madame Linda Labahui, en quelques mots, quel avenir pour l'Europe? Pour l'Europe, eh bien, écoutez, en général. Je crois que... Oui, vous m'entendez? Nous vous recevons, Madame Linda Labahui. Eh ben, pour l'Europe, je crois qu'ils auront du mouvement à se faire parce que, au lieu de se ranger aussi derrière les Russes et de créer un monde multipolaire, le monde bipolaire que eux-mêmes ont détruit, hein, c'est eux-mêmes qui ont participé à la destruction de l'Union soviétique. Donc, au lieu de remettre l'horloge à zéro, essayer de progresser, ils ont voulu jouer le rôle le jeu avec les Américains. Et les Américains ne sont pas en train de gagner. Maintenant, il faut que je dise une chose, c'est que le gazoduc qui passe par le Niger, au niveau du Niger, ce n'est pas l'Allemagne qui va assurer, c'est l'Algérie. Et il y a des drones déjà qui ont été commandés aux Chinois, mais qui vont être aussi réajustés avec une autre technologie en Algérie. Donc, on ne veut plus d'occidentaux chez nous. On a décidé, et ça fait longtemps que nous avons décidé.
Aussi, le gazoduc qui passait par le Maroc, le contrat a été signé en 94 et le robinet, on l'a ouvert en 96. Voilà. Donc, tout ça fait que quand on nous a demandé de rajouter du gaz, on voulait nous forcer et de réouvrir le gazoduc. Et ben, l'Algérie a fait autrement. Elle a diminué de 25% le gaz qui allait aux Espagnols. Donc, il faut prendre exemple sur nous les Algériens. C'est le peuple qui a décidé. Voilà. Donc, je souhaite aux Maliens qui réussissent leur coup, et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Macky Sall est bien rangé du bon côté, et un grand bonheur à l'Afrique. C'est tout ce qui m'importe. L'Europe, je m'en fous. Merci Madame Linda Labaoui pour votre intervention dans le cadre de ce programme Face à l'actualité. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique mais également spécialiste des questions sécuritaires. Merci infiniment pour votre présence. Monsieur Gamal Abina, vous êtes internationaliste. Un mot de fin, pourquoi pas? Oui, déjà je félicite Linda Labaoui qui finit sur une note optimiste. L'Europe, on s'en fout, elle a tout à fait raison. Elle a raison de rappeler qu'effectivement, il y a un rapport géopolitique, géoéconomique, et que le gaz au duc rêvé par les Marocains qui auraient traversé 11 à 14 pays était une chimère, que ça a été consacré par les Algériens qui aujourd'hui, avec le Nigeria, feront transiter le gazoduc par le Niger, que Bazoum est passé en Algérie pour en discuter aussi, qu'il y a l'ouverture des frontières, qu'il y a un libéralisme extrême, le libéralisme des échanges, je ne parle pas de l'ultralibéralisme, et que les rapports des géopolitiques sont en train de se bousculer, et qu'effectivement, les pays qui n'auront pas eu l'intelligence de comprendre que le monde redevient pas bipolaire, évidemment, c'est fini la bipolarité, mais multipolaire, parce qu'il y a plusieurs autres zones d'influence importantes qui sont en train d'émerger, et bien si le monde ne le comprend pas, si les gens, les acteurs économiques mineurs de l'Afrique ou de l'Asie ne comprennent pas qu'il faut se ranger dans un camp économique solide, ils finiront par disparaître parce que l'histoire va dans un sens. Les grands empires disparaissent, les nouveaux se créent, et il vaut mieux être du côté des nouveaux empires et de profiter du développement et de la sécurité plutôt que de se perdre dans les anciens empires. J'en veux pour preuve la Grèce antique, l'Égypte, et on en passe des meilleurs, même la Mésopotamie ou encore l'empire de Darius. Tout ça disparaît, mais par contre il reste des États qui existent toujours et qui résistent et qui prennent d'autres options politiques. Aujourd'hui, l'Europe a fait un choix calamiteux. Elle s'est tirée littéralement une balle dans le pied en prenant position contre les Russes. Rappelons tout de même, il faut le rappeler, c'est important, que l'Europe n'est pas en guerre contre la Russie. C'est ça qui est incroyable. Ils prennent des sanctions économiques qui ne sont même pas autorisées par l'ONU alors qu'ils ne sont même pas en guerre contre la Russie. Donc il faut se poser la question en termes de droit. De quel droit le font-ils? Il n'y a pas de droit international, ils ne respectent rien puisqu'il n'y a pas eu de vote à la majorité à l'ONU. De quel droit s'arroge-t-il l'option de vouloir sanctionner des pays qui seraient proches d'un pays avec lesquels ils ne sont pas en guerre? Je parle des Russes et des Africains. Ils n'en ont pas le droit, mais cela arrange aussi. Je parle des Américains pour le coup. Et qu'est-ce qui se passera à l'avenir? Ce qui se passera, c'est que la guerre froide est de retour. C'est une guerre extrêmement puissante. C'est une guerre économique, clairement, aujourd'hui. C'est beaucoup plus une guerre économique qu'idéologique, même s'il y a une certaine idéologie des États qui vont être souverains contre les États privatisants comme les États-Unis. Mais cette guerre froide doit annoncer un retour j'ai envie de dire, une guerre froide qui va apporter une paix chaude. Parce que la guerre froide qui a été perdue par l'URSS a conduit à la destruction de beaucoup d'États par les États-Unis qui se sont crus autorisés à tout faire. Aujourd'hui, le retour d'autres États pour les stopper est un facteur de rééquilibrage des forces et surtout un facteur, on l'espère, de paix retrouvée. Disponibilité, Monsieur Gamal Abina, vous êtes internationaliste. Alors, Monsieur Luc Michel, merci infiniment pour votre disponibilité. Merci et bonne soirée. Mais moi, je voudrais dire un mot sur ce qu'a dit Linda. Moi, je ne me fous pas de l'Europe. Je me bats de depuis 50 ans pour une Europe indépendante des États-Unis et de l'OTAN. Je me bats pour une Afrique libre. Il y a deux Europes, en fait. Il y a la petite Europe de Bruxelles, qui est une prostituée des États-Unis, dominée par les proxénètes de l'OTAN. Et il y a une grande Europe de Vladivostok à Lisbonne, capitale Moscou, qui est l'Europe que défendent Poutine et la France. C'est pour celle-là que nous défendons. Il faut souhaiter que les peuples européens se rendent compte que l'OTAN les assujettit, les prolonge dans la guerre et dans la récession, et qui se libèrent en compagnie des Africains. Moi, je vous le dis, il n'y aura pas d'Afrique libre tant qu'il y aura une puissance de l'OTAN
et des États-Unis en Europe occidentale et en Méditerranée pour jeter des tentacules néocolonialistes en Afrique du Nord et sur toute l'Afrique. Luc Michel, vous êtes géopoliticien. Monsieur Achieke, merci d'avoir répondu à notre invitation. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je crois que le débat était, n'est-ce pas, de haute facture. J'espère que vos téléspectateurs ont appris beaucoup de choses aujourd'hui grâce à cette conversation. Moi, je pense que la force de l'Afrique, c'est dans son unité. Et la seule façon pour l'Afrique de pouvoir sortir de l'ornière, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qui se passe à travers le monde, on dit toujours que l'Afrique, c'est le plus grand perdant. L'Afrique ne pèse pas lourd. L'Afrique est ceci et cela. Mais la seule force que l'Afrique a, c'est de pouvoir s'unir. Parce que si elle s'unit, elle sera une puissance millénaire. Ce ne sera pas une puissance de 500 ans. On va retrouver, n'est-ce pas, l'Afrique d'antan, l'Afrique égyptienne, l'Afrique qui a dominé, n'est-ce pas, le monde pendant des millénaires, n'est-ce pas? C'est pour cela que, n'est-ce pas, les Occidentaux ne sont pas intéressés, ne veulent pas que cette unité, n'est-ce pas, se fasse. Donc, nous devons leur forcer la main. Nous avons toutes les ressources naturelles, minières, etc., de la Terre. Donc, tout ce qui nous manque, c'est l'unité, c'est l'union. Et je souhaite que le vent qui traverse l'Afrique aujourd'hui continue, n'est-ce pas, ce vent qui traverse l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'il continue grandissant de façon à ce que nous ne soyons pas dans une situation où nous avons des leaders comme Kadhafi ou comme Sankara qui ont été un peu esselés dans leur lutte, n'est-ce pas, pour la défense des droits des Africains. Alors, il faudrait que cette lutte soit une lutte, n'est-ce pas, commune, forte, n'est-ce pas, dans une unité, dans une union solide qui pourra nous permettre d'avoir, plutôt d'utiliser tous les leviers que nous avons à notre disposition pour négocier ou pour parler d'homme à homme, n'est-ce pas, de peuple à peuple avec les Occidentaux, parce que c'est le rapport de force que ces peuples-là comprennent. C'est la seule chose qu'ils comprennent, c'est la seule chose qui va leur faire plier. Donc, merci évidemment pour cette conversation et j'espère qu'on aura l'opportunité une autre fois. Je vous en prie. Monsieur Achille, que vous êtes expert financier, mais également président directeur général de Washington Valuation Group. Alors, docteur Lagoke, merci pour votre disponibilité. Merci de répondre toujours présent lorsque la télévision panafricaine vous contacte. Bon, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est un plaisir d'être sur ce plateau avec des éminences grises. Donc, je voudrais juste dire que pour nous qui avons revendiqué le panafricanisme, comme on le dit en anglais, we are always vindicated by history. C'est que les faits historiques viennent toujours pour nous conforter dans notre position. L'année dernière, c'était le Covid, donc qui a exposé les faiblesses du système néolibéral parce que ce qui s'était passé, on a vu les Occidentaux qui avaient du mal à se procurer des masques au nom de la délocalisation des compagnies. Et donc, les masques devaient venir de la Chine. On a vu les limites de leur système. Ils se sont posé la question de savoir qui on laisse mourir, qui on sauve. Et donc, c'était aberrant de voir les puissances, en fait, ceux qui étaient en train de faire la promotion de leur système économique, en train de se poser la question de savoir si on devait laisser les gens mourir, et ils ont effectivement laissé des gens mourir. Alors, donc, on a vu le manque de solidarité des pays européens, et donc, des gens qui meurent parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'hôpitaux, où on ne pouvait pas s'occuper d'eux. Donc, déjà, cela avait exposé la fragilité de l'Europe, la faiblesse de l'Europe, et cela a aussi exposé la dimension raciste avec les débats qu'on a eu avec des docteurs qui estimaient à un moment donné qu'il fallait prendre les Noirs comme des cobayes, ou encore le racisme qu'on a vu avec des Chinois vis-à-vis des Africains. Avec cette crise entre la Russie et l'Ukraine, on a encore vu la question du racisme contre les Arabes, contre les Noirs, où on a vu des Occidentaux qui hier avaient du mépris pour les Slaves, subitement, trouver des yeux bleus aux Slaves, et puis subitement ceux qui, comme Abinel l'a dit, ceux qui hier
ceux qui se sont organisés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour détruire le nazisme, subitement repositionner le nazisme parce qu'il fallait démontrer que la Russie était une puissance satanique. Et ou encore tout ce que ces journalistes occidentaux ont dit contre les Noirs, contre les Arabes et contre tous ceux qui n'étaient pas noirs, par rapport au fait qu'ils pouvaient mourir en Afghanistan, ils pouvaient mourir en Libye, ils pouvaient mourir en Afrique, il n'y avait pas de problème. Donc, à l'aide des médias sociaux, cette crise-là, qui vient après la crise du Covid, a exposé, alors là, a démontré que l'Europe est vraiment sur une pente descendante. Et il y aura un avant 24 février et il y aura un après 24 février 2022. Et donc, nous avons parlé de cela. Et donc, l'Afrique veut affirmer son identité. L'Afrique veut faire entendre sa voix. L'Afrique veut démontrer sa dignité et elle est en train de le faire, passant par des gens comme Macky Sall, qui n'est pas le plus grand panafricaniste du continent, mais qui est un nationaliste. Et j'ai aimé ce que Abin a dit au début. Parfois, les leaders africains, ce ne c'est pas forcément parce qu'ils ont envie de trahir, qu'ils ont envie d'échouer. Non. Le système néocolonial est si vicieux et pernicieux et on ne connaît pas tous les ressorts. Et avec la crise, on voit comment est-ce que le monde voit désormais le néocolonialisme ou l'impérialisme. Ils sont en train de le faire contre une puissance nucléaire qui s'appelle la Russie. Imaginez ce qu'ils font à nos États, à nos leaders depuis des siècles. Et donc, mais comme je suis un homme qui est un homme optimiste en général, je pense que cela ne fait qu'aller dans le bon sens de l'histoire de l'Afrique. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour cette opportunité. Renouvelé pour la télévision panafricaine de vous recevoir dans le cadre de ces différents programmes. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Merci de l'avoir suivi. Merci infiniment à tous ces internautes pour vos différentes réactions sur nos plateformes. Point final justement de ce programme. À très vite sur la télévision panafricaine. Au revoir.